Bonjour à nouveau à toutes et à tous. Madame la conseillère représentant le président de la province, messieurs les maires, je salue les autorités coutumières et religieuses présentes ici aujourd'hui. Je remercie également les représentants des établissements scolaires ainsi que les représentants associatifs venus nombreux, sans oublier non plus les élèves de la première générale et de terminale STMG, accompagnés de leur professeur, M. Noël Pierre. Bienvenue donc à la subdivision où vont vous être restitués, exactement comme à Koné, en province Nord, et comme lundi dernier au Centre culturel Jean-Marie Djibaou, les études conduites à la demande de M. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, à la suite de sa visite en Nouvelle-Calédonie et à Lifou, au lendemain du deuxième référendum du 4 octobre 2020. À la fin de cette visite, et dans la perspective d'un troisième référendum, il a souhaité véritablement poser et comprendre les questionnements, les craintes, mais aussi les attentes des Calédoniens sur les différentes thématiques de l'avenir institutionnel. Sa demande était large. Sa demande couvrait des sujets allant de la vie quotidienne des Calédoniens, l'économique, l'enseignement, la santé, mais aussi les sujets institutionnels, tels que la souveraineté, la citoyenneté ou encore la place de la Nouvelle-Calédonie sur l'axe Indo-Pacifique. L'objet de ces travaux a été d'obtenir ce qu'il appelle un reflet des émotions et des espérances de la société calédonienne, pour contribuer et nourrir le débat qui est l'essence même, comme je le disais tout à l'heure, de la démocratie, une démocratie qui a toujours besoin inlassablement d'être éclairée par la parole. Le philosophe Jacques Lacan disait en son temps « Ce que je cherche dans la parole, c'est la réponse de l'autre ». Nous allons avoir ensemble plusieurs séquences aujourd'hui qui vont vous être présentées par M. Bunel, secrétaire général de la subdivision, qui sera l'animateur de cette restitution. Mais avant, je voudrais qu'en mémoire de Rose Elisa Roilou, originaire de Lifou, mère de 3 enfants, qui est décédée hier d'un accident de travail à la SLN, nous levions et nous observions un moment de silence. Merci. Merci beaucoup. Merci pour Rose Elisa, merci pour sa famille. Je passe maintenant la parole à M. Bunel qui va vous présenter le programme de cette matinée. Bonjour à toutes et à tous. Voici en quelques mots le programme de cette matinée. La parole sera donnée dans un premier temps à 2 étudiants des écoles de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie, Mendy Broukoa et Lucien Emmerich, qui présenteront une synthèse des résultats de l'enquête effectuée auprès des étudiants des 2 écoles de la CCI. Cette présentation est faite en présence de David Guénan, élu de la Chambre, et de Céline Cravatte, chargée d'études à la CCI. À l'issue de cette présentation, un temps d'échange sera ouvert, durant lequel vous pourrez poser vos questions ou faire des commentaires. Une courte pause sera ensuite proposée. La deuxième séquence donc, sera consacrée à une restitution par Stéphane Renaud, donc de l'Institut Quid Novi, du résultat synthétique des réponses recueillies auprès d'un échantillon de la population calédonienne aux questions et aux thématiques qui leur ont été proposées. À l'issue de cette présentation, un nouveau temps d'échange sera proposé avant quelques mots de conclusion de M. Lucien Brun, commissaire délégué de la République pour la province des îles Loyauté. Je précise par ailleurs et enfin que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui pour cette restitution un membre du comité des sages en la personne de Roch Apikawa que nous saluons. Je cède sans plus attendre la parole et le micro aux intervenants de la CCI pour la présentation qu'ils vont nous faire.
Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous présenter les résultats de la consultation de nos étudiants, je voudrais laisser la parole à un de nos étudiants très rapidement. Bonjour à tous et à tous. Tout d'abord, avant de prendre la parole, j'aimerais me faire petit devant vous. Excusez-moi. J'aimerais me faire petit devant vous parce que ici dans cette salle, il y a des papas pour moi, des gens qui m'ont vu grandir. Et c'est avec beaucoup de respect, d'humilité qu'avec ma camarade et mes représentants, nous venons vous exposer les résultats de cette enquête faite dans nos écoles. Voilà, merci beaucoup. Olé. Donc encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents, merci d'être venus. Nous avons fait le déplacement depuis Nouméa jusqu'ici sur l'IFU à la demande donc, de l'État. Et je vous avoue que c'est avec beaucoup d'émotion qu'on est là, parce que ce n'est pas un exercice qu'on fait souvent. Et c'était important, en tout cas pour la Chambre de commerce et d'industrie, de vous restituer ce qu'on a pu faire effectivement et à Koné et au centre culturel lundi dernier. Je vais passer la parole aux étudiants, mais pour vous schématiser, pour ceux qui auraient oublié ou qui ne connaissent pas bien, la Chambre de commerce a 2 formations. Donc vous avez le GC et le centre de formation par alternance. Donc le GC, c'est effectivement ce que vous connaissez comme étant une école de cadres polyvalents. Et la CCI s'occupe aussi de la formation par alternance, ce qu'on appelait avant les apprentis, qui maintenant s'appellent les alternants, qui est une formation de 217 étudiants, donc beaucoup plus importante à la Chambre, et qui forme, je dirais, depuis le bac jusqu'à des BTS supérieurs, c'est-à-dire des ouvriers spécialisés à des techniciens supérieurs spécialisés. Donc vous avez effectivement les 2 formations de l'école, et quand l'État nous a fait savoir qu'il souhaitait que nous consultions nos étudiants, nous avons trouvé la démarche très intéressante et tout de suite nous avons monté un groupe de travail pour justement construire une étude qui vous sera présentée par Lucien et Wendy. Une étude où effectivement on a fait du questionnaire d'un côté et des entretiens avec nos étudiants. L'idée pour nous était effectivement qu'on puisse leur donner la parole. Donc en aucun cas, je dirais que ça représente la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie ou que ça représente le monde des étudiants de la Nouvelle-Calédonie. Ça représente nos étudiants, simplement, avec humilité, c'est-à-dire les étudiants de l'EGC et les étudiants par alternance, qui sont encore une fois les prochains entrepreneurs, les prochains ouvriers spécialisés, les prochains techniciens supérieurs, et aussi les futurs cadres et leaders des sociétés en Nouvelle-Calédonie, que ce soit dans les îles, dans le nord ou dans le sud. Donc je vous remercie pour votre attention. Je passe la parole aux étudiants qui vont vous présenter le résultat de leurs travaux. Rebonjour. Du coup, en réponse au souhait de l'État d'intégrer la jeunesse dans la grande consultation de la société calédonienne sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, la CCI a interrogé ces 2 écoles, donc l'école de commerce, de gestion et de commerce dont je fais partie, le GC, et la CCI formation alternance, le CFA, dont ma camarade fait partie. Un dispositif d'enquête en 2 phases a été mené. Une première phase qualitative lors de 3 groupes de discussion constitués de 11 étudiants. Une seconde phase quantitative à travers des questionnaires en ligne transmis aux 361 étudiants des 2 écoles avec un très bon taux de retour de 192 étudiants, soit 53%. Alors moi, je vais vous parler des répondants. Donc je me permets de rappeler que nous représentons bien les étudiants qui sont en voie d'insertion professionnelle et non les étudiants de toute la Nouvelle-Calédonie. Donc on a une moyenne d'âge de entre 25 et 26 ans, mais majoritairement des moins de 20 ans parmi les répondants. 83% d'entre eux sont nés en Nouvelle-Calédonie. Et lorsqu'on leur demande leur communauté d'appartenance, on a 33% d'entre eux qui se qualifient de Calédoniens. Ensuite, on a une surreprésentation des Européens, Asiatiques et autres communautés et une sous-représentation de la communauté kanak. Tout d'abord, nous allons voir les espoirs et les préoccupations des étudiants. Ce qui est des principaux espoirs évoqués par les étudiants, plus de 91% des répondants sont tout à fait d'accord pour que mes enfants puissent grandir dans une Nouvelle-Calédonie en paix, ayant les mêmes avantages que moi, et construire tous ensemble un système social et économique viable.
84% sont tout à fait d'accord pour trouver un terrain d'entente entre les deux camps et un accord qui convienne à tous. 79% sont tout à fait d'accord pour pouvoir revenir investir ici après les études faites à l'étranger. Et enfin, 76% sont tout à fait d'accord pour faire connaître la Nouvelle-Calédonie à l'extérieur pour qu'elle devienne plus attractive. Dans les groupes de discussion, ainsi que dans la plupart des réponses, l'identité calédonienne est caractérisée avant tout par le multiculturalisme qui est une chance, un mode de vie différent de la France, des valeurs de partage et de solidarité. Les étudiants souhaitent rester en paix, pouvoir continuer à se sentir chez soi et se sentir en sécurité. Ils ont néanmoins peu confiance dans la classe politique, qui selon eux attise plus les conflits qu'ils ne les résolvent. Quand ils évoquent plus d'autonomie de la Nouvelle-Calédonie, cette autonomie est surtout financière et économique, ce qui les conduit à envisager des pistes de développement économique hors nickel, tout en étant conscients des freins à ce développement. L'idée qui ressort est de rendre la Nouvelle-Calédonie plus attractive pour augmenter sa population et donc la taille de son marché. Pour ce qui est de la préservation de l'environnement et de la biodiversité, elle donne plus lieu à des propositions pragmatiques de gestes quotidiens, comme le ramassage de déchets, la mise en valeur des produits locaux et l'exemplarité de certaines associations. Alors pour ce qui est des principales préoccupations, elles convergent également, mais de façon moins massive que les espoirs, mais vous retrouverez des liens avec les espoirs. Donc entre 79 et 73% des répondants partagent la peur d'une augmentation de la conflictualité et le risque d'un effondrement économique du pays en cas d'indépendance. 67% sont tout à fait d'accord pour dire que le risque d'accroissement des inégalités sociales est une préoccupation. Et 62% d'entre eux, la dégradation de l'environnement en Nouvelle-Calédonie est aussi une préoccupation importante. Donc, parmi les autres préoccupations, on retrouve la peur d'une conflictualité accrue. Donc on a utilisé parfois quelques mots forts tels que guerre civile, la peur de devoir quitter le pays ou de perdre mon île. Donc là, ça a été engendré par la peur d'être discriminé ou persécuté après le référendum, par exemple. Ensuite, la peur d'une citoyenneté calédonienne restrictive. Donc j'entends par là, je cite, aurais-je le droit à la nationalité calédonienne ? Est-ce que j'aurai les mêmes droits que ceux qui la possèdent ? Et la peur du changement brusque dans l'éducation et la formation ou le domaine de la santé. Donc je cite également mes camarades, un système de santé sélectif avec un accès limité à ceux qui peuvent se permettre de payer, justement. Donc ça, c'est une préoccupation également. Dans un second temps, nous allons parler des défis que les étudiants ont relevés auxquels la Calédonie fait face. Et qu'est-ce que l'identité calédonienne ? Les étudiants ont identifié de nombreux défis pour la Nouvelle-Calédonie. On leur a demandé de les classer par ordre d'importance. Les trois principaux qui ressortent sont pour 144 étudiants en première position la stabilisation institutionnelle, suivi du développement économique hors nickel, qui, à rappeler, est une ressource non renouvelable. Puis en troisième position, nous avons l'entente entre les différentes cultures. Alors, concernant la stabilisation institutionnelle, donc, ce premier défi est souvent placé en première ou deuxième position par les étudiants dans leurs réponses. On retrouve un manque de confiance en les politiques et voilà, ça contribue à attiser des tensions. Et donc, ces deux camps reflètent le côté polarisant du référendum. Ça devient un sujet parfois tabou qui ravive les oppositions. Il déplore également un manque d'informations à propos de la vie post-référendum qui reste très floue pour eux. Donc l'entente entre les cultures, donc c'est le troisième défi le plus soulevé par les étudiants.
qui perçoivent une hausse du racisme au quotidien depuis la période référendaire. 70% sont tout à fait d'accord avec le fait que trop de questions deviennent identitaires aujourd'hui. Et le défi donc, passe par une grande demande de paix et de stabilité. En ce qui concerne le développement économique hors nickel, plusieurs idées sont ainsi développées. Le tourisme, mais un tourisme authentique et respectueux de l'environnement, l'économie de l'innovation, le développement de l'économie numérique et une ouverture sur l'économie mondiale et autre que celle du nickel. Ainsi, rendre la Nouvelle-Calédonie plus attractive pour augmenter sa population et sa taille de son marché et espérer une hausse de la démographie est une piste envisagée. En revanche, cette option ne fait pas l'unanimité et certains souhaitent préserver la démographie calédonienne telle qu'elle. Enfin, le développement des produits locaux à faible impact écologique et la diminution des importations en favorisant l'agriculture locale serait aussi une opportunité envisagée. Concernant l'identité calédonienne aujourd'hui, donc les étudiants sont très attachés à cette notion qui est donc le multiculturalisme et le vivre ensemble qu'ils vivent au quotidien, puisqu'on le sait, le multiculturalisme est un fait en Nouvelle-Calédonie, malgré que ça engendre parfois des conflits. Donc pour eux également, l'identité calédonienne, ce sont des traits en commun, des pratiques communes telles que le vocabulaire propre à la Nouvelle-Calédonie, propre aux Calédoniens, et bien sûr les valeurs, bien qu'aucun répondant n'ait fait référence à la charte des valeurs calédoniennes, ils ont tout de même soulevé le respect, la famille, la coutume et les traditions qui sont des valeurs importantes pour la plupart d'entre eux. Et également, bien sûr, la grande solidarité qu'ils vivent au quotidien en Calédonie. Une identité commune incertaine. Le multiculturalisme, c'est une force, une richesse de culture, de vision, de langue, mais ça peut être aussi une faiblesse. Notre plus grosse difficulté, c'est de faire une seule et même identité avec différentes cultures et différentes ethnies. Je cite, division de la population qui ne se reconnaît pas en une même identité. Aussi, beaucoup de critiques sur la composition du corps électoral. Beaucoup de jeunes se sentent exclus, malgré un sentiment d'appartenance à leur pays dans lequel ils ont grandi, dans lequel leurs parents ont investi, et dans lequel eux souhaitent investir plus tard ou dans le futur après leurs études. Donc, troisièmement, nous allons vous parler de l'avenir institutionnel. Donc, dans un premier temps, une autonomie d'abord économique. Excusez-moi. Et donc, quelles compétences transférer selon les étudiants. Alors, l'autonomie, on note que la question d'indépendance et souveraineté n'a pas été creusée dans le questionnaire parce qu'elle n'a pas été saisie par les étudiants, n'a pas été saisie complètement par les étudiants. Par contre, l'autonomie économique, telle que le développement hors nickel ou le fait de ne plus dépendre de la France, c'est vraiment à ça que les étudiants ont pensé quand on leur a posé cette question. Une minorité a d'ailleurs soulevé plus d'autonomie institutionnelle, mais pour la plupart, ça reste à évoluer plutôt qu'à rendre autonome. C'est avant tout la dimension économique qui est ressortie lors de l'évocation de plus grande autonomie, et non la dimension institutionnelle. Ne plus dépendre des transferts de la France et développer des secteurs porteurs. Je cite, l'autonomie ultime, c'est l'autonomie financière. Pour l'instant, il semble difficile de conserver le train de vie de la Nouvelle-Calédonie sans les transferts financiers de la France, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la santé. Une majorité estime néanmoins que la plupart des compétences non transférées à la Nouvelle-Calédonie pourraient être transférées un jour. Il s'agit tout d'abord de moins dépendre des importations, en particulier dans le domaine alimentaire, de rééquilibrer la balance commerciale et de diversifier les exportations. Alors concrètement, quelles compétences transférer? Donc les étudiants se sont exprimés entre 49 et 53% pour le transfert des relations extérieures, de la justice, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et entre 41 et 44% sont contre le transfert de la défense, de la monnaie et du crédit.
Pas mal de répondants, vous verrez, n'ont tout de même pas, n'ont pas réussi en fait à se positionner sur les compétences à transférer. Alors, en quatrième point, nous allons voir les liens avec la France, donc les liens actuels, les liens ambivalents et les liens à conserver. Voyons maintenant les liens ressentis par les étudiants qui lient la Nouvelle-Calédonie à la France. Des liens qui lient encore aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie à la France sont avant tout financiers, classés par 70% en première position, puis des liens institutionnels et enfin des liens culturels pour une minorité des répondants, 5%. Un paysage très contrasté, 40% des répondants sentent un lien faible, sentent pas vraiment la présence de la France en Nouvelle-Calédonie. Je cite: très peu d'entre nous se considèrent français, et pourtant, nous avons la nationalité. En revanche, 60% des répondants ressentent la présence de la France en Nouvelle-Calédonie et l'affirment essentielle, indispensable. Je cite: on ne peut pas vivre aujourd'hui sans la France, sans l'aide de la France, excusez-moi. Donc, je vais vous parler des liens ambivalents. Excusez-moi. Donc, le soutien de la France qui peut être considéré comme une chance ou comme un assistanat ou un maternage. Donc, je cite: la France Saint-Nourricier contre ce lien nous ramène à un statut d'assisté en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, des liens qui semblent unilatéraux de la France vers la Nouvelle-Calédonie, même si les intérêts géographiques de la France sont cités. Donc oui, donc les intérêts géographiques de la France, le fait qu'ici, cela permet à la France d'avoir un pied dans la zone Pacifique. Et ambivalence aussi sur les liens bons et corrects, mais aussi conflictuels. Donc bon et correct, on a noté que l'accord de Nouméa est un bon équilibre pour eux, mais qu'il est quand même source de conflits apparemment aujourd'hui. Et certains se sentent abandonnés complètement par la France. Aujourd'hui, en Calédonie, il y a deux perceptions d'être français ressenties par les étudiants. La première, disposer de la nationalité française sur le plan administratif tout en se sentant calédonien, et la seconde, appartenir à une communauté particulière originaire de métropole. La nationalité française permet de bénéficier de nombreux avantages. Le premier est la détention du passeport, la liberté de circulation sans visa en Europe, l'accès à l'international et l'accès à des études peu coûteuses en France et à des diplômes français. Cette nationalité française, je le cite, le seul point commun qu'on a tous, n'engendre pas nécessairement un attachement à la France. Les étudiants expriment bien le fait que c'est une nationalité, pas une origine, voire ce n'est qu'une nationalité. Cette situation peut être critiquée par des personnes attachées affectivement à la France, qui déplorent qu'il y ait aujourd'hui des Calédoniens qui ont la nationalité française et qui ne se sentent pas français. Je cite: « Être français en Calédonie, c'est accepter la France. » Alors, les liens conservés avec la France, donc essentiellement dans 3 domaines: la santé, l'éducation et la formation et la défense. Donc, comme vous le voyez, 50% citent la santé en premier lieu. Par exemple, le fait d'avoir des spécialistes, des médecins spécialistes sur le territoire. Et l'éducation et la formation pour 28% d'entre eux qui la citent en premier, et 18% d'entre eux citent en premier la défense. Mais aussi le domaine économique et commercial, le domaine financier, la justice et la monnaie. Pour conclure, en résumé, je vais vous résumer avec ma camarade la vision des étudiants des écoles de la CCI. Dans les groupes de discussion, ainsi que dans la plupart des réponses, l'existence d'une identité calédonienne commune est une évidence. C'est un ressenti, un attachement au territoire, une fierté. Cité par 50% des répondants, le multiculturalisme est la caractéristique majeure de l'identité calédonienne, qui peut permettre de transcender les différentes ethnies, présentées le plus souvent de manière optimiste, comme une richesse et une fierté reprenant le slogan du vivre ensemble. Pour cela,
les étudiants souhaiteraient la paix, la sécurité et le développement économique de notre pays. Comme précédemment dit, c'est avant tout la dimension économique qui ressort lors de l'évocation d'une plus grande autonomie de la Nouvelle-Calédonie et non la dimension institutionnelle. Il s'agit de moins dépendre des importations. Cette question est l'occasion de revenir sur la nécessaire diversification de l'économie déjà évoquée lors des défis de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que le fait d'être attractif pour les investisseurs, ce qui serait facilité avec une population plus nombreuse et un règlement des tensions sociales. Alors, une faible confiance dans la classe politique dont on a parlé tout à l'heure, donc notamment due à la polarisation de la population après le référendum et aussi dû aux affrontements lors de la période référendaire, et des liens avant tout financiers mais aussi ambivalents avec la France. Donc comme je l'ai cité précédemment, le maintien des Calédoniens dans le rôle d'assistés, la France est le sein nourricier de la Nouvelle-Calédonie, et bien souvent, heureusement qu'ils sont là au moindre problème. Donc ça, ce sont des paroles d'étudiants. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà la fin de notre présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser, nous sommes là pour y répondre. Très bien, merci à Mendy et à Lucien pour cette présentation, donc très intéressante. Je vous propose maintenant, pour ceux qui le souhaitent, de poser des questions, de faire des commentaires. N'hésitez pas effectivement à poser toutes les questions que cette présentation a pu susciter, que ce soit effectivement les jeunes qui sont présents aujourd'hui ou les moins jeunes. Donc on a un micro là qui peut circuler, donc levez la main si vous voulez bien, et donc on vous proposera le micro et vous pourrez vous exprimer librement donc, pour poser vos questions et faire vos remarques. Profitez de l'occasion, vraiment, c'est le moment. Ah, Père Apikawa, on va vous passer un micro. Merci aux jeunes. Une seule question, c'est comment expliquez-vous la non-participation des jeunes Kanaks à ce questionnement? Alors, c'est pour être, effectivement, au tout début, on en parle, c'est pas une non-participation des Kanaks à l'étude, c'est qu'en fait, on observe une sous-représentation de la communauté kanak au niveau des écoles de la Chambre. Qui traditionnellement, alors après c'est un constat de l'enseignement supérieur, post-baccalauréat, où effectivement la communauté kanak est plus présente au niveau de l'université, mais au niveau des écoles de la CCI, qui sont l'école de gestion et de commerce et la formation par alternance un petit peu plus, mais c'est un constat qu'on fait depuis des années, c'est qu'effectivement, malgré, on vient se faire souvent des présentations justement dans le Nord, dans les îles, ce ne sont pas des formations où effectivement on récupère une grande partie de la communauté kanak. Donc ils sont de facto effectivement sous-représentés dans nos étudiants, mais en tout cas tous ceux qu'on a interrogés, s'ils ont voulu répondre, ils ont pu répondre. Après c'est vrai que encore une fois on a un très beau taux de réponse puisqu'on est dans la moitié, et de façon générale moi j'avoue que je suis vraiment très satisfait de leur courage, parce que c'est pas forcément évident de se prononcer sur des thèmes qui, pour beaucoup d'entre eux, sont même un peu tabous entre eux. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, on n'expose pas ce genre de choses. Donc j'avoue qu'on a eu vraiment une écoute qui a été très attentive, et vraiment une démarche qui a été courageuse de la part de nos étudiants, parce qu'ils ont bien voulu répondre à la base sur des sujets qui sont toujours un petit peu compliqués pour eux. Mais effectivement, en revanche, la communauté kanak, de façon générale, dans l'enseignement supérieur à la Chambre de commerce, est sous-représentée. Voilà. De plus, si je peux rajouter, dans le questionnaire également, nous avions plusieurs possibilités de réponse. Donc on pouvait en coucher plusieurs ou une seule. Et donc parfois il y a pu avoir plutôt calédonien, où c'est vraiment un sentiment, donc un sentiment de communauté d'appartenance plutôt que des origines là, dont on parle.
Juste pour rajouter une précision chiffrée, en fait, les personnes estimant appartenir à la communauté kanak représentent quand même 21% des répondants à cette étude. Mais en fait, quand on regarde les données de l'ISEE du recensement 2019, les Kanaks représentent 41% de la population. Très bien. Merci pour ces éléments de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, observations par rapport à cette première présentation, cette première phase concernant les jeunes étudiants donc, des deux écoles de la CCI? Oui, madame. Bonjour, je voulais juste savoir si vous avez trouvé en règle générale que la parole était facile à libérer ou vous avez senti que c'était quand même compliqué d'aborder ces thèmes auprès de la jeunesse. Aujourd'hui, le fait de s'exprimer, est-ce que c'est compliqué ou le fait de s'exprimer lors du questionnement du... D'accord. Ok. Donc, alors, les groupes de parole, j'y ai participé. C'était un échange très collaboratif et ça restait dans l'anima, c'était clair. Et on se sentait vraiment libre. L'animateur a fait en sorte qu'on puisse s'exprimer librement, sans avoir peur, sans devoir vraiment faire attention à ce qu'on dit. Donc, les questions étaient vraiment faites pour qu'on puisse répondre librement et qu'on soit à l'aise. Ensuite, pour ce qui était des questions en ligne, pareil, ça restait anonyme, donc on pouvait répondre librement sur notre téléphone sans vraiment avoir peur de répondre ce qu'on pense vraiment. Donc de ce point de vue-là, c'était bon, le questionnaire était totalement facile d'accès. J'espère que j'ai bien répondu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, observations au niveau de la salle? Non? Ah, on a un jeune homme là derrière qui souhaite, on va vous passer un micro. Hein. Bonjour, c'était juste pour savoir sur qu'est-ce que vous sous-entendez sur l'attractivité du pays. Pour ce qui est de l'attractivité du pays, c'est donner envie aux gens de venir dans le pays, de donner envie de rester dans le pays. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Si tu vas aller en Australie, je vais donner un mot, les parcs d'attractions, c'est quelque chose qui rend attractif un pays. C'est quelque chose qui donne envie d'y rester, quelque chose qui donne envie aux gens de venir. Et c'est pour ça qu'on a parlé aussi de hausse de la démographie, c'est-à-dire qu'on essaie de faire augmenter la population pour augmenter le marché calédonien. C'est-à-dire que plus il y a de consommateurs, plus on peut ouvrir d'entreprises et plus on peut développer une économie fiable et qui marche. Donc c'est ça l'attractivité du pays. Merci pour ces éléments de réponse. Peut-être une dernière question ou observation de la part des personnes de la salle, non? Ah, on vous passe un micro. Oui, bonjour. Donc je suis Pierre Noël, enseignant des élèves ici présents. C'est simplement une observation en fait. Quand vous avez montré vos chiffres, tous mes élèves ici ont été quand même assez choqués par le résultat. Ils n'ont pas forcément compris tout de suite que c'était des élèves surtout de Nouméa et un public majoritairement, il faut le dire, européen et caldoche. Ma question, c'est est-ce que quand même... Alors, vous avez fait votre enquête, on vous a demandé de faire l'enquête, donc vous l'avez faite, mais est-ce qu'il y a quand même une approche qui a été faite auprès de l'université où, moi, tous mes élèves, je les envoie à l'UNC beaucoup plus qu'à la CCI, donc c'est clair que si jamais on fait la même enquête sur le campus de Baco ou à Nouville, il n'y aura pas les mêmes chiffres. Alors vous, ce n'est pas votre faute, hein, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est prévu, ou qui peut-être a été prévu mais qui n'a pas été fait, pour confronter les résultats entre l'université et la CCI? Est-ce que c'est au programme, quoi? Alors oui, effectivement, c'est une remarque très importante. C'est pour ça qu'au tout début, j'ai souhaité resituer le GC et le centre de formation par alternance de la Chambre, parce qu'elle ne représente qu'une infime partie des étudiants supérieurs post-bac et forcément une infime partie de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie. Mais l'État a souhaité, encore une fois, interroger largement la jeunesse, on en fait partie aussi. Donc ce n'est l'expression que de nos étudiants. C'est pour ça qu'au début, je vous disais, cette étude, elle n'est en aucun cas représentative
de la Nouvelle-Calédonie, elle est représentative de nos étudiants. Mais je pense que même si on n'a pas beaucoup d'étudiants, ils ont le mérite d'exister, et je pense que leur ressenti est important et respectable. Après, pour vous répondre, effectivement, il y a un lien qui est fait directement avec, je pense, Stéphane Renaud tout à l'heure, où là, Quid Novi, et je te laisserai le faire, mais Quid Novi a fait une enquête qui est beaucoup plus globale d'un point de vue géographique et de population. Et là, effectivement, vous aurez, je pense, des réponses à vos questions, oui. Et vous vous rendrez compte qu'il y a des écarts, qu'il y a des différences. C'est le propre de notre pays aussi. Là, on a vocation simplement à vous donner ce que ces étudiants-là pensent. En aucun cas, ça représente la Nouvelle-Calédonie. J'espère avoir répondu. Merci. Merci, c'était important effectivement de rappeler que tout à l'heure dans la présentation que effectuera M. Renaud, il y a un volet également qui concerne la jeunesse, et dans un cadre un peu plus général que celui effectivement qui a été traité par la CCI. Une question supplémentaire peut-être? Allez-y. Bonjour, oui. monsieur. Bonjour. C'est pas une question, mais c'est pour un peu contredire ce que vous avez dit, parce que vous avez dit que les gens, les touristes, ils viennent ici pour... après, vous allez mettre des attractions, mais si les touristes ils viennent ici, c'est pour voir notre culture, comment on vit. Ils viennent pas voir ce qu'il y a déjà dans d'autres pays. Ok, je vais répondre du coup parce que c'est moi qui ai donné l'exemple de l'attraction. L'attraction, c'est vraiment pour répondre à sa question sur qu'est-ce que l'attractivité. J'ai donné cet exemple-là d'un parc d'attractions parce que c'est quelque chose qui donne envie de venir dans un pays, par exemple pour l'Australie, parce qu'il y a des grands parcs d'attractions à la Gold Coast et tout. C'était juste un exemple. Après, on peut trouver ici d'autres éléments porteurs et qui permettent de rendre attractif notre pays avec la culture qu'il y a ici et ce qu'on peut nous montrer ailleurs. Mais je l'ai précisé dans notre présentation, c'est un tourisme qui est respectueux de l'environnement. C'est authentique, un tourisme authentique et qui respecte l'environnement et la culture calédonienne, kanak, et voilà. Merci. Je crois qu'il y avait également quelqu'un qui souhaitait prendre la parole au fond de la salle. Oui, juste pour vous demander, est-ce que par rapport à cette synthèse qui a été développée, est-ce que vous avez quand même un impact, que ce soit économique, dans tous les domaines par rapport au Covid ou pas? Je pense que vous parlez de façon plus globale pour la Chambre de commerce, on va dire, hein, pas forcément pour nos étudiants. Hein. Oui, enfin, je pense qu'après, toute la Nouvelle-Calédonie a été impactée. Alors, je ne pourrais pas parler pour les îles, justement, parce que je sais que nos ressortissants de nos îles, on en a ici justement aussi, ont été impactés, mais on su aussi rebondir, on su aussi faire autrement et autre chose en attendant les réouvertures. Sur le nord et le sud, c'est beaucoup plus compliqué, parce que vous avez quand même, là vous avez un impact qui est direct. Vous avez des sociétés qui, quasiment 100% de leur chiffre d'affaires est basé sur l'industrie aérienne, c'est-à-dire sur les avions. Donc à partir du moment où il n'y a plus d'avions, ils perdent leur chiffre d'affaires. Et ce n'est pas forcément évident non plus pour eux de se reconvertir du jour au lendemain, même si ça fait maintenant un petit peu plus d'un an que cette crise nous impacte. Donc il y a eu des impacts forts effectivement dans le sud, ça c'est indéniable. Au niveau de la Nouvelle-Calédonie de façon générale, puisque on va dire que la fiscalité rapporte moins à la Nouvelle-Calédonie, ce qui veut dire que les entreprises se portent bien moins. Donc oui, la crise sanitaire a un énorme impact sur la Nouvelle-Calédonie et donc auprès de la Chambre, puisque en tant que rôle intermédiaire, nous sommes là justement pour aider nos ressortissants qui sont des entrepreneurs, des petites entreprises, pas forcément des gros groupes. Et effectivement, on en voit tous les jours. Oui. Et on essaye de les aider tous les jours. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ah, voilà, je vois un bras qui se lève. Est-ce qu'on peut donner un micro, s'il vous plaît? Faire réfléchir, c'est surtout sur les deux lignes parallèles. Là, ce qui est plus important, c'est l'alternance. Quelle est votre vision sur l'alternance? Est-ce que ça démarre, vous êtes en chantier ou en expérience, en pratique, sortir des... Voilà. Vous voulez parler de la formation? Oui, l'alternance. Surtout l'alternance, ça exige beaucoup d'accompagnement.
aussi, hein, mais le centre de formation par alternance, chez nous, c'est effectivement, alors c'est la plus grosse partie de la formation de la Chambre. On met énormément de moyens dans la formation par alternance. Pourquoi ? Parce que maintenant, depuis des années, on s'est rendu compte que la meilleure façon que nos jeunes aient un métier et un emploi, c'est effectivement cette voie alternative, qui n'est pas une voie d'université, par exemple, mais qui consiste à former de façon très spécialisée, très spécifique, des jeunes directement avec des sociétés, en entreprise, pour qu'ils aient le savoir-être, le savoir-faire, et qu'ils puissent tout de suite trouver un emploi à la fin. Donc on a des taux de réussite au niveau du CFA de la CCI qui sont très élevés, puisqu'on a un taux d'insertion qui est supérieur à 90%, je crois. Donc effectivement, c'est un schéma qui fonctionne énormément. On met aussi beaucoup de moyens. Et on a des formateurs justement qui sont à la pointe à ce niveau-là, parce que pour nous c'est une façon d'insérer nos jeunes dans la vie économique. Et c'est aussi une façon de rééquilibrer. Répond à votre question, monsieur ? Très bien. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière observation ou question avant qu'on ne fasse une petite pause ? Oui, je vais juste vous féliciter pour le travail que vous menez. Vous savez que si on était dans notre espace, j'amènerai le débat autrement et puis on va passer la semaine ici. Le problème de ce pays, c'est de savoir s'entendre, s'écouter. Je suis venu pour écouter, je pense que c'est l'essentiel. Pour construire et pour combattre la peur, il faut savoir s'écouter. C'est ça qui est essentiel. Donc, l'avenir est pour vous. Vous avez un point de vue qui est là. Père Apikawa a dit les choses. C'est pour ça que, même s'il le dit autrement, mais pour moi, c'est inquiétant parce que vous aurez en face aussi de vous des petits Kanaks demain. L'essentiel, c'est comment vous allez. Vous êtes venu amener une pierre dans la construction de ce pays, je pense que c'est important. L'essentiel, c'est que, voilà, nous, on est venus ici pour vous écouter et surtout vous encourager, parce que même si dans les enquêtes qui sont menées, nous sommes des fois à l'opposé de ce qui se dit, avec d'autres visions, mais ce qui est essentiel, c'est comment vous allez construire le futur. Ce qui est important, c'est que vous assimilez bien l'histoire de ce pays, parce qu'on ne construit pas ce pays de ces dernières années. C'est ce qu'on a vécu là aujourd'hui. Ça fait 40 ans qu'on le vit, ça fait 50 ans qu'on est pour qu'on arrive à cette situation. Et c'est pour ça que des fois, on a besoin aussi de regarder dans le rétroviseur. Je vous encourage à regarder dans le rétroviseur pour ne pas refaire les mêmes. Parce que la peur et l'instabilité, c'est souvent le sentiment pour nous de ceux qui ont peur de perdre des choses. Pour ceux qui n'ont rien à perdre parce qu'ils n'ont rien, on n'a pas les mêmes sentiments. Mais si ces études doivent vous aider à vous construire parce qu'on ne veut pas vivre, parce que nous, les vieux, tous ceux qui ont traversé des moments difficiles hier, on n'a pas envie de revivre ça. Je pense que je vous félicite et puis je vous encourage à continuer. Pas uniquement dans ce que l'État vous donne, mais en dehors aussi. Il faut continuer à créer les choses, créer les liens de telle sorte à aller vers ceux qui n'ont pas répondu. Forcément, il y a des jeunes Kanaks qui n'ont pas répondu, mais au moins de mettre le débat comme ça, puis de partager, d'exorciser ces genres de débats qui font peur des fois. Voilà. Parce que ce pays, c'est son dénominateur commun depuis X temps, c'est la peur. C'est toujours la peur. Et à un moment donné, il faut qu'on les chasse tous ensemble, hein, dans les études. Voilà. Merci beaucoup et bon courage. Merci. Oletia Tchawatch. Bon, je vous propose maintenant donc de faire une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes, avant de passer à la deuxième séquence, donc qui sera la présentation, la restitution par Stéphane Renaud de Quid Novi de ce qu'on appelle l'écoute profonde de la population calédonienne. Merci, à tout de suite. Cette deuxième partie va être consacrée à la restitution donc de ce qu'on appelle la démarche d'écoute des Calédoniens, donc
pour laquelle M. Stéphane Renaud donc, va nous faire une présentation synthétique des phases dites qualitatives et quantitatives. Je lui cède d'ores et déjà la parole. Monsieur Renaud, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous restituer la synthèse des travaux. En amont, et avant de préciser les choses, je vais vous dire ce qu'est cette étude, ce qu'est cette présentation et ce qu'elle n'est pas. C'est très important pour l'appréhension des résultats. La synthèse que je vais vous présenter n'est pas l'étude complète. Vous pourrez la trouver en téléchargeant les documents sur le site du Haut-Commissariat. Je vous engage à le faire. Vous y trouverez les résultats détaillés par province, par communauté, par groupe, en fonction du sens du vote, pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, les résultats qui vous seront présentés ne sont qu'une synthèse des éléments clés, des éléments qui nous semblaient les plus importants. Le deuxième point, cette présentation n'est pas notre vision, mais la vision que les Calédoniens, dans leur ensemble, ont exprimée. Alors, il est possible que sur certaines thématiques, vous ne retrouviez pas. Et effectivement, les îles ont parfois une vision particulière par rapport au reste de la Nouvelle-Calédonie, et on essaiera, autant que faire se peut, d'identifier la place particulière que les îles ont pu exprimer au cours de cette étude. Cette étude, en revanche, est l'expression de la vie des Calédoniens. Il leur est propre. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Nous avons essayé de faire une restitution sans filtre. Il y a des choses qui peuvent paraître difficiles à entendre, c'est possible. Il faut simplement pouvoir prendre le temps d'essayer de comprendre les convergences, mais également les différences qu'il peut y avoir entre les Calédoniens. Ceci étant exprimé, on est bien dans le contexte de recueil des craintes, des questionnements, des attentes, de la vision que les gens souhaitent d'un point de vue institutionnel, sociétal, économique. La Calédonie de demain, quelque part, qu'est-ce qu'elle pourrait être? La méthodologie, elle est en deux parties. Il y a d'abord, on appelle une phase qualitative, mais qui n'est pas sous forme d'entretien individuel. Elle est sous forme ce qu'on appelle de dyade. Une dyade, c'est quoi? C'est deux personnes qui se connaissent, qui échangent, qui rebondissent, ce qui permet d'avoir un échange un petit peu plus complet. 1h10 d'interview, c'est long, mais c'est très court. Quand vous avez beaucoup de thématiques à aborder, c'est 1h10 en moyenne, on est monté jusqu'à 1h45. Ça peut arriver. L'intervention, on le verra, elle est diversifiée selon des modes de vie, et puis on s'est focalisé sur certains publics qui ne s'expriment pas toujours. On est allé voir des femmes en tribu, on a vu des jeunes déscolarisés, on a vu des jeunes diplômés sans travail, et puis bien sûr la diversité de la Nouvelle-Calédonie sur l'ensemble des zones et sur l'ensemble de leurs profils. Et puis dans un deuxième temps, on verra, ça a été complété par une étude quantitative, où on a 1003 interviews, on verra quelle est la structure de cet échantillon. 18 ans et plus, les gens qui sont normalement inscrits sur les listes électorales, complétées par 1100 interviews auprès des étudiants du supérieur de la Nouvelle-Calédonie. On verra également les structures qui ont été interrogées. D'un point de vue qualitatif, on a essayé d'aller un petit peu partout, mais comme je l'ai dit au centre culturel, cette étude est à l'image de la Nouvelle-Calédonie. 2 dépressions, une alerte tsunami, un confinement. La Calédonie se mérite. Il est clair que ce n'est pas toujours facile, mais on finit par y arriver. On a pu couvrir notamment l'ensemble des îles Loyauté, les 3 îles. On est allé sur la province sud, dans la province nord. On aurait souhaité faire un petit peu plus le Grand Nord, mais on n'a pas pu à cause des conditions météorologiques. L'échantillon de la phase quantitative, il est représentatif. Alors représentatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une photo en miniature de la population calédonienne, mais pas que. On fait aussi une photo en miniature de chaque zone. Si je vous prends les îles, par exemple, quand on prend l'échantillon relatif aux îles Loyauté et qu'on pose la question le 4 octobre 2020, qu'avez-vous voté pour ou contre l'indépendance? On retrouve 83% de gens qui nous disent j'ai voté oui en faveur de l'indépendance. Le chiffre est de 84 au niveau des résultats finaux. On a un petit point de différence, mais on est représentatif aussi à ce niveau-là. On prend donc en compte les données sociodémographiques, le recensement. On prend en compte la notion de statut civil coutumier. Grâce aux statistiques qui nous ont été communiquées, on avait la répartition des statuts civils coutumiers par zone et on en a tenu compte dans l'échantillon. L'intégration des 3 corps électoraux, parce qu'effectivement, on ne fait jamais les choses simplement. On a une liste électorale générale, on a une liste électorale spéciale pour les provinciales et on a une liste électorale spéciale sur la consultation, sachant que vous pouvez être sur la LESC, pas sur la LESC, et inversement. Pour autant, dans l'échantillon final, 84% des personnes interrogées figurent sur la LESC, conforme à la structure des corps électoraux. Et puis, on cale sur les résultats de la consultation du 4 octobre 2020, c'est-à-dire qu'à la fin,
pour les gens qui sont sur la LESC, on doit retrouver le ratio qui a été observé au niveau de la Nouvelle-Calédonie, mais également au niveau des différentes zones, c'est-à-dire le Grand Nouméa, la province sud, la province nord et également la province des îles. On va voir dans un premier temps des perceptions générales, des notions d'inquiétude et peut-être d'attente, de préoccupation pour l'avenir. Au cours de cette présentation, je mixerai des données qualitatives et quantitatives. Je les préciserai au fur et à mesure. Encore une fois, il ne s'agit pas de notre vision, mais bien de la perception des personnes qui se sont exprimées. Alors, en termes de confiance sur l'avenir et le développement de la Nouvelle-Calédonie, vous avez une partie de la population qui est inquiète. Pas besoin de faire une étude pour ça, effectivement. On était dans un contexte qui se dégrade depuis pratiquement 1 an maintenant. Nous, on le suit régulièrement tous les mois. Clairement, les gens qui sont un petit peu plus inquiets pour l'avenir de Nouvelle-Calédonie, on en trouve un peu plus parmi les personnes qui ont voté non au référendum du 4 octobre. On en trouve un peu plus parmi les non-inscrits sur la LESC et parmi les résidents de la province sud. Les gens qui sont assez confiants, sont plutôt des gens qui ont voté oui au référendum du 4 octobre. Des gens qui sont issus de la communauté mélanésienne kanak. Alors, à ce propos, pourquoi est-ce qu'on prend le terme mélanésien kanak? C'est un choix qui a été fait en collaboration avec le Comité des sages, qui a participé à l'élaboration de cette étude, qui a contribué sur les thématiques. Et c'est ce terme qui a été choisi pour être le plus neutre possible et le plus équilibré possible. Et les gens qui sont assez confiants sont aussi les résidents de la province nord, sachant qu'au niveau des îles, on a plutôt des gens qui sont neutres par rapport à la perception de l'évolution de la Nouvelle-Calédonie. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que si on prend les gens des îles, vous êtes conformes dans la perception de l'avenir, dans l'inquiétude. Vous êtes un tout petit peu différent sur un résultat que je n'ai pas présenté, qui est la confiance dans sa situation personnelle et professionnelle. Vous êtes un petit peu plus confiant que la moyenne calédonienne. Quand on passe aux évocations, finalement, je vous dis avenir de la Nouvelle-Calédonie, vous me dites quoi? Quels sont les 3 mots qui vous viennent à l'esprit? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des évocations en miroir. On a une évocation négative, un avenir incertain, pour les différentes communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie, qui fait écho au destin commun, au souhait de vivre ensemble. On a ensuite des problématiques de racisme, de violence, de tension entre les communautés, qui fait écho au désir de paix et de sécurité. Et puis un petit groupe qui nous dit la Nouvelle-Calédonie n'a pas d'avenir. D'un point de vue économique, les évocations sur la crise économique font écho à une perspective de développement économique. Les évocations sur la baisse du niveau de vie font écho à des évocations sur une problématique de solidarité, d'une vie meilleure. Donc on a vraiment des choses qui sont en miroir l'une par rapport à l'autre. Également, les évocations selon la position par rapport à ce que l'on souhaite pour la Nouvelle-Calédonie. Si on est partisan d'une Nouvelle-Calédonie indépendante, si elle devient indépendante, alors c'est l'espoir d'une vie meilleure, d'un avenir qui sera basé sur un développement économique et la solidarité. Si au contraire on est partisan d'une Nouvelle-Calédonie dans la France, alors si la Nouvelle-Calédonie reste française, c'est la perspective d'un destin commun et le respect des droits et des libertés de chacun. Et en miroir, pour les partisans de l'indépendance, si la Nouvelle-Calédonie reste française, on restera sur des inégalités économiques et sociales et sur un fait colonial qui persistera. Si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante et qu'on est partisan de Nouvelle-Calédonie dans la France, alors on est plutôt associé à la régression économique et sociale, la baisse du niveau de vie. Les préoccupations, elles sont claires. La première préoccupation, c'est l'indépendance ou non de la Nouvelle-Calédonie. On va retrouver ensuite des problématiques liées à la santé et au social, à l'éducation, au développement économique, au système de santé et la sécurité des biens et personnes. On a ensuite quelques thématiques. Mais ce qui est important, c'est qu'on a une perception qui varie significativement selon la position. Je suis pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ceux qui sont pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie émettent des préoccupations sur l'indépendance ou non, sur la santé et le système de protection sociale, et sur le système scolaire et l'éducation. Et plus particulièrement, si on prend les gens des îles, on a vraiment un point sur le système scolaire et l'éducation qui est mis en exergue de manière très discriminante, c'est-à-dire que vous avez vraiment une préoccupation supérieure à la moyenne à ce niveau-là. Si on prend les gens qui votent non, c'est plutôt l'indépendance ou non de la Nouvelle-Calédonie, donc on retrouve cette thématique, la situation économique de la Nouvelle-Calédonie et la sécurité des biens et des personnes. Alors, est-ce que finalement on aspire à une société unie ou pas? On verra que l'aspiration à vivre ensemble, elle est quasiment transverse
tout le monde l'exprime. On verra également, pour reprendre des propos tout à l'heure, qu'est-ce que l'identité calédonienne? Est-ce qu'elle existe? Oui, elle existe à travers la diversité des identités, prendre le meilleur de chaque communauté, et cette diversité forme un tout. Néanmoins, si on va un petit peu plus loin, la volonté de vivre ensemble, c'est une volonté de vivre ensemble dans une société où les Calédoniens auront les mêmes droits. 79% d'entre eux se sentent réellement calédoniens et 76% souhaitent une société dans laquelle tout le monde aura les mêmes droits et les mêmes devoirs. 35% veulent une citoyenneté qui soit ouverte à tous, 45% pour une durée minimale de résidence, une citoyenneté glissante qui est plutôt sur 11 à 12 ans. On est à 10 ans pour ceux qui s'expriment au niveau des îles. Et puis 62% pensent que tout le monde doit pouvoir voter au provincial. Alors là, cette question, elle a questionné pas mal de gens, y compris sur les réseaux sociaux. La question était très claire. Est-ce que finalement, qui doit pouvoir voter au provincial? 1, tout le monde. 2, uniquement les citoyens calédoniens, sachant qu'ils avaient pu s'exprimer auparavant sur leur conception de la citoyenneté calédonienne. Si on prend les gens qui sont partisans de l'indépendance, 67% estiment que tout le monde doit avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs. 37% sont sur une citoyenneté ouverte, 35% sur une citoyenneté glissante, 16% uniquement les natifs et 8% uniquement les Mélanésiens Kanak. Et 53% pensent, donc la moitié, que tout le monde devrait pouvoir voter au provincial. Ceux qui sont pour une Nouvelle-Calédonie qui reste dans la France, 80% estiment qu'on doit avoir tous les mêmes droits, les mêmes devoirs, 37% sont pour une citoyenneté ouverte, 51% pour une citoyenneté glissante et 67% pensent que tout le monde doit pouvoir voter au provincial. Et dernier point, ceux qui ne sont pas inscrits sur la LESC, mais qui vivent en Calédonie depuis un certain temps, 87% pensent que tout le monde doit avoir les mêmes droits et devoirs, 37% que la citoyenneté doit être ouverte et 51%, ils rejoignent les partisans du non, qu'elle doit être glissante. Et presque paradoxalement, je ne me suis pas exprimé dessus lors de la restitution au centre Djibaou, mais la durée de résidence, quand on pense que ça doit être glissant, elle est moins importante dans l'intérieur et dans les îles qu'elle ne l'est chez les partisans du non ou chez les gens qui ne sont pas inscrits sur la LESC. Ils sont plus, dans ce cas-là, dans des durées qui sont de 12, 13, voire 14 ans. Alors, vivre ensemble, oui, mais dans une société qui reste à construire. Et pour construire cette société calédonienne de demain, ils nous disent quoi? Ils nous disent d'abord, il y a des prérequis. On sanctionne systématiquement les dérapages des uns et des autres. Dérapages des citoyens, mais dérapages verbaux aussi des politiques. Deuxième point, on mise sur la jeunesse. Troisième point, on essaie de se comprendre parce qu'on ne parle pas toujours le même langage et on va voir qu'il y a des différences, mais on fait l'effort de se comprendre les uns les autres. Une fois qu'on s'est dit ça, il y a des éléments transverses. Le vivre ensemble, c'est le respect, la tolérance des uns et des autres. On peut ne pas être d'accord, c'est pas grave. Une étude qui a été menée pour le Congrès et pour lequel ils nous ont donné l'autorisation de diffuser une information fait que la Nouvelle-Calédonie est dans une culture du consensus. La majorité des Calédoniens sont pour une vision collégiale des choses. On n'est pas d'accord, on discute, on trouve une solution. Nous n'avons pas d'autre choix que de trouver des solutions. On fait preuve d'ouverture d'esprit, on laisse la possibilité de voyager, de s'ouvrir au monde. On assume notre histoire sans haine de l'autre. Et cette histoire, elle ne commence pas en 1853, mais elle est bien antérieure. Et il faut que l'on puisse, d'après les personnes qui se sont exprimées, assumer cette histoire de manière apaisée. Et puis, bien entendu, le sport qui est un élément fédérateur qui va regrouper les populations. Pour les gens qui sont en faveur de l'indépendance, le vivre ensemble, ça passe par la découverte et le partage des cultures et également par l'égalité des chances et l'égalité d'accès à l'emploi. On verra que cette notion d'emploi est très importante pour les populations. Pour les personnes qui sont opposées à l'indépendance, c'est le dialogue et les échanges, c'est modérer les dérapages politiques, c'est rechercher une solution consensuelle, c'est ne pas stigmatiser l'autre, et puis également c'est par l'éducation. Le rôle des parents aussi est important. Et il y a un petit point très important, c'est que d'un côté on nous dit viens découvrir, de l'autre côté on nous dit exprime-toi. On exprime la même chose mais de façon différente. Premier point dissonant qui fait qu'on a peut-être du mal à se comprendre. Deuxième point, vivre dans une société et partager un destin commun, oui, mais dans une société qui sera plus juste. Dans des travaux qu'on a publiés par ailleurs, 85% des Calédoniens estiment qu'il y a trop d'inégalités en Nouvelle-Calédonie. Ces inégalités, elles sont à travers l'accès à l'emploi,
à travers les inégalités entre les communautés, à travers le rejet, le racisme des autres, à travers les problématiques de pouvoir d'achat, d'inégalité hommes-femmes également, d'accès aux études, d'accès au logement, et puis pour certains, une discrimination positive de la communauté mélanésienne kanak, qui est peut-être source également d'inégalité. 2 points sont générateurs de rancœur, l'accès à l'emploi d'un côté, la problématique du pouvoir d'achat de l'autre. À côté de ça, on a quelques thématiques complémentaires. La loi sur l'emploi local, qui est source de frustration, on y reviendra. Certains estiment qu'elle n'est pas respectée, d'autres estiment qu'elle est source d'exclusion. On a également une problématique d'accès au foncier, notamment en brousse. On a une problématique de droit coutumier versus droit commun. Est-ce qu'on est sur une égalité, notamment en termes fiscaux? Et puis, entre les provinces, avec certains qui perçoivent un excès de rééquilibrage. Et tous ces thèmes, ils sont liés les uns aux autres. Si je prends la problématique de l'accès à l'emploi local, on va s'apercevoir que la loi sur l'emploi local va catalyser les problèmes d'accès à l'emploi. Elle peut être associée à une discrimination positive de la communauté mélanésienne kanak, mais elle accentue aussi le rejet et le racisme. Et finalement, tout ça va créer un catalyseur qui va générer des rancœurs que l'on trouve d'ailleurs de manière assez importante sur les réseaux sociaux. Les problématiques d'accès à l'emploi, elles sont aussi liées à des inégalités d'accès à l'éducation et à la formation. Elles sont liées, pour certains, à la non prise en compte des spécificités culturelles, au caractère perçu comme inéquitable d'accès aux bourses, et puis forcément l'accès à l'emploi va limiter le pouvoir d'achat. Et tout ça va finir ensuite par faire boule de neige, moindre pouvoir d'achat, problème d'accès au logement, dans un contexte où il est considéré par certains que l'indexation des salaires a un impact sur l'accentuation du coût de la vie, va avoir également un impact sur l'augmentation des écarts de salaire, et puis l'indexation va renchérir les coûts d'accès au logement. Et après, le modèle économique est cité à travers des problématiques de monopole, à travers des problématiques d'héritage, de famille qui vont accentuer, pour ceux qui sont exprimés, le coût de la vie. Les écarts de salaire sont accentués par les inégalités hommes-femmes. Et dans les inégalités hommes-femmes, nous ont été aussi cités un phénomène accentué pour les femmes de statut civil qui sont en tribu notamment. Alors, vivre ensemble, une société plus juste, et pour ça, il va falloir lever des incompréhensions entre la communauté mélanésienne kanak d'un côté et les autres communautés. Première incompréhension, l'accès à l'emploi. D'un côté, les gens s'expriment sur la nécessité d'une discrimination positive de la communauté mélanésienne kanak sur l'accès à l'emploi. La nécessité de prendre en compte la validation des acquis par l'expérience. Nous n'avons pas toujours les diplômes, mais nous avons des compétences, il faut aussi les reconnaître. Et puis, la nécessité de respecter la loi sur l'emploi local. De l'autre côté, on dit, mais attendez, il existe une loi sur l'emploi local, donc on ne comprend pas toujours. Et puis, on discrimine déjà la communauté mélanésienne kanak via des corps électoraux qui sont perçus comme déséquilibrés dans ce cas. Deuxième point, le délit de faciès. Le délit de faciès et les préjugés sont reconnus d'un côté, mais justifiés par l'insécurité perçue, notamment dans l'agglomération, à travers les vols, les agressions verbales, les agressions physiques, mais sont aussi ressentis de manière très forte avec des situations blessantes. On associe un mélanésien au voleur, on associe les capuches aux délinquants, et à un moment donné, on juge sans savoir, sans connaître. Troisième point, le non-respect, l'absence de prise en considération. D'un côté, on nous dit, mais il y a un certain mépris vis-à-vis de la communauté mélanésienne, on doit menacer de bloquer pour se faire entendre. Et puis, quelque part, on a notre système à nous qui n'est pas le système classique de président Macron, et donc il faut aussi prendre en compte cette dimension à travers nos structures, nos autorités. Et de l'autre côté, on dit, mais finalement, les droits sont reconnus, on les prend en considération, et puis tout ça, c'est de la manipulation politique qui exacerbe les conflits entre les gens. Donc vous voyez, il y a 3 blocs qui sont importants et qui sont signifiants, qui sont source de rancœur, de blessures de part et d'autre. On a en plus une problématique à traiter sur le développement de la culture mélanésienne kanak, séparément des aspects politiques. Et ça, c'est un point sur lequel il faudra peut-être revenir, ou il faudra peut-être travailler, le tout sur une fond d'une histoire qui reste à partager et qui n'est pas partagée aujourd'hui.
Les personnes qui sont impliquées s'expriment sur la pratique de leur culture, sur leur moi profond et la crainte de disparition de leur culture qui entraînerait de facto la disparition du peuple kanak. Ils nous disent, mais finalement, notre culture est en danger parce qu'il y a des addictions, il y a la société de consommation. Parfois, certains nous disent que le métissage est aussi générateur de perte d'identité culturelle, alors que par ailleurs, le métissage est un vrai facteur de vivre ensemble et qu'il est reconnu par les mêmes personnes. Et d'un autre côté, les personnes qui sont concernées, qui sont non kanak, nous disent finalement, on a mis en exergue la culture. On a le centre culturel, on a le musée du Quai Branly, on a le Moika, on a l'enseignement de la culture et des langues kanak. Donc on a aussi une incompréhension à ce niveau-là entre une crainte, une peur d'un côté, et puis une incompréhension de l'autre, en disant finalement on a fait beaucoup de choses. Ils se rejoignent quand même sur un point, la volonté de voir le Sénat coutumier intervenir de manière plus importante, mais sur deux axes. Un axe qui est plutôt socio-économique pour les Mélanésiens kanaks, pour qu'on puisse tenir compte de leurs spécificités et de leur mode de vie, et un axe sécuritaire pour les non-kanaks à travers une police coutumière et un encadrement de la jeunesse pour éviter peut-être les dérapages et les vols et incivilités. Il y a aussi des sujets de fond. Les sujets de fond, c'est refermer les traumatismes. Et les traumatismes, il y en a. À la question, est-ce que vous êtes favorable ou pas à un geste? Oui, 58% de la population calédonienne est favorable à un geste qui pourrait prendre la forme d'une cérémonie, d'une reconnaissance, d'une coutume, voire pour certains, ce geste est associé à la répartition du fait colonial, au fait de donner l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie ou d'accompagner en termes de développement. 58%, c'est la moyenne. Au niveau des îles, on est à 80%. 80% de la population des îles est favorable à ce qu'un geste soit fait pour reconnaître l'histoire, le passé, la période coloniale. Autant sur la population, c'est un geste qui doit s'adresser au peuple autochtone et aux victimes de l'histoire, autant il est un petit peu plus centré sur le peuple autochtone pour les gens des îles. La revendication foncière est également un sujet qui est sensible, mais pas forcément là où on l'attend. 48% nous disent on a réglé la revendication foncière à travers l'action de la DRAF et de la commission foncière. 28% nous disent il reste encore des choses à régler et il faut les régler. Et puis 16% nous disent il reste encore des choses à régler, mais il faut qu'on passe à autre chose. On a des différences importantes selon les groupes. Au niveau des Mélanésiens kanaks, 49% des Mélanésiens kanaks de plus de 30 ans nous disent il reste des revendications foncières et il faut les traiter. 47% des gens qui habitent en province nord, 47% des gens qui ont voté oui au référendum et 50% des gens qui vivent dans les îles. Ceux qui nous disent il y a des revendications mais il faut sortir de cette logique sont plutôt des gens qui ont voté non au référendum. Alors si on va un peu plus loin et qu'on regarde la partie qualitative, on s'aperçoit que la revendication foncière n'est peut-être pas uniquement qu'une revendication communauté mélanésienne kanak versus autres communautés. Une partie des gens nous disent, sur le foncier, il faudrait que les terres redeviennent coutumières, à la fois pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques, pour pouvoir participer au développement, pour pouvoir recueillir aussi les fruits du développement. Mais la revendication foncière, ce n'est pas uniquement la communauté mélanésienne kanak versus les autres communautés. Il y a eu des propos assez forts, assez durs parfois, de spoliation de terres entre personnes de même communauté, mélanésienne kanak, et des notions liées à l'histoire, où certains ont évoqué des cessions de terres qui auraient été faites indépendamment des propriétaires fonciers, et ce, au profit des colons arrivés à la fin du XIXe siècle. Et pour les électeurs qui sont opposés à l'indépendance et les non-inscrits, ils pensent qu'il faut clore ce débat parce que c'est une source de tension et de division entre les communautés. Quoi qu'il en soit, la revendication foncière est un sujet qui est extrêmement sensible et qui n'est pas réglé. On en parle peut-être moins, mais il n'est pas réglé. Alors, avant d'aller plus loin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'indépendamment de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, 2/3 des problématiques sont des problématiques sociétales. On met de côté la problématique référendaire. Les Calédoniens n'auront pas d'autre choix que de se mettre autour d'une table et de discuter de problématiques de dans quelle société dans laquelle ils veulent vivre, comment on traite les inégalités perçues, quel modèle économique demain, quelle relation entre les gens et entre les communautés. Et ça, c'est un point qui est très important et qui ne doit pas être occulté par des échéances référendaires qui sont encadrées, bien sûr, mais qui pourraient
malheureusement avoir le sentiment qu'une fois qu'on a traité ce point-là, le reste n'existe plus. Le reste sera toujours là. Et c'est 2/3 des problématiques qui sont exprimées, et c'est là qu'on trouve les rancœurs et les divisions les plus importantes. Alors abordons la relation à la France. La relation à la France, on verra que la présence de la France est souhaitée, quel que soit le résultat du 3e référendum, et que certaines attentes peuvent interroger. L'évocation de la France, elle peut être positive, à travers la possibilité de voyager, à travers la dimension d'ouverture, de pouvoir faire ses études, et également à travers la notion de sécurité, sécurité en termes de droit, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, avec une dimension complémentaire qui est quasiment unanime, la dimension financière et technique, le partenaire en tant que tel. Et dans ce cas-là, ces évocations ont 2 conséquences. Dans l'étude qualitative, les gens nous disent ça assure l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie et le maintien du niveau de vie. Mais on a aussi des évocations négatives qui sont liées à l'histoire. Et dans ce cas-là, c'est une référence à la période coloniale, c'est une référence au pillage des ressources de la Nouvelle-Calédonie, et il y a un axe également qui est lié à la société de consommation. Mais là, je dirais, ce serait la France ou un autre pays, ce serait pareil. C'est-à-dire que c'est simplement le miroir qui fait que cette société de consommation qui peut être perçue négativement, elle est associée à la France, entre guillemets, autorité de tutelle, mais elles entraînent dans ce cas-là un rejet qui est clairement marqué. Est-ce qu'on est attaché ou pas à la France, et c'est quoi être français en Nouvelle-Calédonie? Alors être français en Nouvelle-Calédonie, c'est d'abord bénéficier d'un ensemble d'avantages, une protection, et également le rôle de l'État au travers de ses compétences régaliennes. Est-ce que vous vous sentez français? 58% des personnes qui ont répondu se sentent très fortement françaises ou fortement françaises. Si on prend les gens des îles, le pourcentage est différent. 51% nous disent « je me sens moyennement français ». Donc il y a une différence aussi à ce niveau-là. Ceux qui vantent oui au référendum nous disent être français, c'est en Calédonie, c'est pouvoir étudier, c'est pouvoir voyager, c'est aussi un simple statut pour une partie d'entre eux. Ceux qui votent non au référendum nous disent c'est pouvoir étudier, c'est pouvoir bénéficier de l'aide et d'un soutien financier, c'est pouvoir voyager et c'est la garantie du respect des biens et des personnes. Après, on a quelques commentaires complémentaires. Ceux qui ne sont pas inscrits sur la LESC nous disent c'est être étranger en France et c'est une notion associée au rejet des métropolitains. Donc des visions qui peuvent être différentes d'un groupe à l'autre. Quand on regarde la perception du lien à la France, est-ce qu'il est important ou pas? Est-ce qu'il est indispensable? Il est indispensable pour 53% des personnes qui ont répondu et il est important pour 41%, ce qui fait que 94% de la population qui s'est exprimée estime que ce lien est indispensable ou important. Il est un peu plus sur une notion importante pour les personnes qui se sont exprimées, qui habitent dans les îles, mais on retrouve à peu près les mêmes rapports et les mêmes ratios que pour la population générale. Qu'est-ce qu'on attend de la France? Alors en cas de non au référendum, au 3e référendum, on attend à ce que la France surveille la zone économique de la Nouvelle-Calédonie et protège la Nouvelle-Calédonie. On attend une passerelle pour les études en France et en Europe. On attend la garantie de la sécurité des biens et des personnes et le maintien de l'ordre. Et puis ensuite, la gestion et le partage des compétences au niveau des relations diplomatiques, la gestion de la monnaie et la formation des cadres pour un exercice futur, peut-être, du régalien. En cas de oui, on attend de surveiller la zone économique de la Nouvelle-Calédonie. On attend une passerelle pour les études en France. On attend la garantie de la sécurité et du maintien de l'ordre. Et puis, un petit peu moins important, la gestion ou le partage des compétences et les relations diplomatiques. Et à 40% dans ce cas-là, la gestion de la monnaie. Mais on attend aussi, puisqu'on est dans le cadre de l'indépendance, un statut comme aux îles Cook, avec la nationalité française. On attend de pouvoir conserver la justice au niveau de l'État pour garantir les libertés, la mise à disposition des enseignants. Pour 51%, la poursuite des transferts financiers. Seuls 5% nous disent « je ne veux plus de la France ». Si on va un petit peu plus loin et qu'on reboucle avec la partie de l'étude qualitative, en cas de non, qu'est-ce qu'on attend? On attend, on verra un bloc qui théoriquement n'est pas de la compétence de l'État. Ce sont des compétences qui sont transférées. On attend que l'État assure ses fonctions régaliennes et que l'État accompagne la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'on met dans chaque bloc? Dans ce qui n'est pas de la compétence de l'État, mais pour lequel l'État est attendu, c'est la réduction des inégalités, les problématiques de pouvoir d'achat, les problématiques de vie chère,
les problématiques d'accès au logement, les problématiques d'environnement, les problématiques de santé. Sur les fonctions régaliennes, c'est l'armée, la police, la sécurité, la justice. Et sur l'accompagnement, c'est les échanges régionaux, l'accompagnement vers l'autonomie, les aides au développement, les transferts financiers pour notamment l'école et la formation et le développement des compétences et le développement économique. En cas de oui, on retrouve 3 blocs. Les fonctions régaliennes, on retrouve également la dimension sur la pérennisation des financements, en termes de développement social, aide, la santé à travers les médecins, les fonctions régaliennes à travers l'armée, la police et sécurité et la justice, et l'accompagnement d'un point de vue technique, être un partenaire, accompagner jusqu'à l'autonomie totale, favoriser les échanges, financer l'école, mise à disposition des professeurs, et puis la formation et le développement des compétences. Donc on a des choses qui sont relativement proches, tant d'un point de vue quantitatif que d'un point de vue qualitatif. Ce qui m'a fait dire, et ça n'a pas toujours été bien perçu, mais je vais quand même assumer mes propos, que le titre de cette étude, c'est finalement de l'autonomie indépendante à l'indépendance dans la France. Quand on regarde ensuite la problématique de la 3e consultation, donc là encore une fois, cette étude n'a pas pour objectif de dire il y aura tel score au 3e référendum. C'est simplement que veulent les gens si on met de côté cette notion de 3e consultation, qu'est-ce que vous souhaitez pour la Nouvelle-Calédonie demain? Premier point, est-ce que les gens ont suffisamment d'informations? Nous sommes au 3e référendum, la moitié de la population estime ne pas avoir assez d'informations sur les conséquences du oui et du non, et donc sur les conséquences du référendum. Deuxième point, qu'est-ce qu'on souhaite pour les échéances futures? 53% estiment qu'il faudrait négocier une solution consensuelle et poser une autre question à la place du oui et du non. 29% nous disent on peut discuter, mais il faut faire le 3e référendum. 14% nous disent on doit faire le 3e référendum sans discussion préalable. Alors, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence forte entre les groupes. Simplement, quand on nous dit on peut discuter, mais on doit faire le 3e référendum, ou il faut aller au 3e référendum, c'est aussi en lien avec le respect de la parole donnée, en lien avec les accords qui ont été passés, où on estime, pour les populations qui s'expriment, qu'il faut aller au bout d'un processus et poser la question telle que ça a été prévu dans le cadre d'accords passés, et donc c'est le respect de la parole donnée. Le 3e point, quelle est la position de l'État? 39% pensent que l'État doit être force de proposition, 25% qu'il doit être neutre, qu'il ne doit pas intervenir, et 33% qu'il doit exprimer sa vision, sa position. Alors, pour les partisans du non, 69% veulent une solution consensuelle. Pour les partisans du oui, 67% veulent le référendum, mais parmi eux, 42% acceptent de discuter. Et puis pour les partisans du oui, j'estime plutôt que l'État doit être neutre et ne doit pas prendre parti au débat. À date, les gens expriment le fait qu'ils pensent qu'ils accepteraient le résultat du 3e référendum. Il faut être prudent. On est dans la notion de concerné et pas impliqué. Nous ne sommes pas encore au 3e référendum, mais a priori, les gens nous disent oui, j'accepterai les résultats de ce 3e référendum. La position sur l'indépendance. On en a 30% qui sont complètement opposés, vraiment opposés, 13% qui sont plutôt opposés, 24% qui sont ni favorables ni défavorables, ils n'ont pas d'avis tranché sur la question, 15% qui sont plutôt favorables et 16% qui sont complètement favorables. Avec bien entendu des différences très fortes entre les gens qui ont voté oui, les gens qui ont voté non et les gens qui ne sont pas inscrits sur la LESC. Quant aux échéances, si je vote oui, je veux l'indépendance immédiate ou au plus tard dans 10 ans. Si je vote non, je veux l'indépendance jamais ou plus tard. En cas d'indépendance, que souhaitez-vous? Une partie large de la population nous dit « j'opte pour la double nationalité ». On est à 60%. Pour les gens des îles, on était à 55%. Une partie ne prendrait que la nationalité du nouvel État et une partie ne prendrait que la nationalité française, c'est-à-dire refuserait de prendre la nationalité du nouvel État. Comment serait votre situation? Pour 42%, elle serait moins bonne. Elle serait identique pour 34% et elle serait meilleure pour 10%.
Est-ce que vous resteriez en Nouvelle-Calédonie? 54% sont certains de rester. 12%, il y a plus de chances que je reste que je parte. 22%, il y a autant de chances que je reste que je parte. 9%, il y a plus de chances que je parte que je reste. Et 4%, je suis certain de partir. Sachant que ce résultat-là dépend bien sûr du vote qu'on a pu avoir au 4 octobre 2020, mais au-delà de ça, il est dépendant de la situation. C'est-à-dire qu'on a fait cette mesure à deux moments assez rapprochés. À un moment, on était plutôt décembre-janvier, en pleine crise en lien avec l'usine du Sud. Et puis la deuxième mesure, lors de la consultation qui nous avait été demandée par l'État, on s'aperçoit que la proportion de gens qui sont certains de partir varie du simple au triple. Mais la proportion globale des gens susceptibles de partir est relativement stable. Par rapport à la notion de quelle nationalité prendrez-vous, ceux qui votent non, 37% nous disent je resterai français, ceux qui votent oui, 34% nous disent j'abandonnerai la nationalité française, je ne prendrai que la nationalité du nouvel État. Les autres seraient donc sur la double nationalité s'ils le pouvaient. 66% de ceux qui ont voté non anticipent une dégradation de leur situation. Et puis en termes de volumétrie, au maximum on peut avoir 30% de la population calédonienne qui partirait de Nouvelle-Calédonie si la situation ne leur convenait pas. Alors, un point important avant de voir les résultats, on a testé un certain nombre de possibilités d'évolution en fonction de ce qui était sur la table à ce moment-là. C'est-à-dire que les dernières propositions qui ont été faites ces dernières semaines ne sont pas prises en compte ici. Il ne s'agit pas d'estimer un score, mais ce qu'on appelle une acceptabilité. On a demandé aux gens, par exemple, parmi les évolutions possibles pour la Nouvelle-Calédonie, quelles sont celles que vous trouvez acceptables? Oui, peut-être, ou non, je considère que ce n'est pas acceptable. Alors bien entendu, par exemple, on ne leur a pas dit le transfert des compétences de l'article 27, parce que là, s'il y en a 3 ou 5% qui savent ce que c'est, on leur a dit la possibilité de transférer à la Nouvelle-Calédonie les compétences en matière d'audiovisuel, d'enseignement supérieur, de contrôle des actes administratifs, donc le contrôle de légalité, pour que les gens puissent s'exprimer en connaissance de cause. Quand on regarde les différents niveaux d'acceptation, on a 46% des gens qui pensent que oui, c'est acceptable le statu quo, 60% le transfert de l'article 27, 62% le partage de compétences, 49% la notion d'État fédéré, 47% l'indépendance en association avec la France, 25% l'indépendance en association avec un autre pays, 32% l'indépendance totale sans partenariat et 30% la partition. Alors, si on prend les gens des îles, on a une chose qui est un tout petit peu différente en tant que telle. Dans les niveaux d'acceptation, on a moins 9 points sur le transfert de l'article 27, les gens sont un peu moins d'accord. On a plus 30 points sur l'association libre avec la France, donc on passe de 47 à 77% dans les acceptations. Et puis, on a plus 14 points sur l'association avec un autre pays que la France et moins 13 points sur la partition. Et on a également plus 16 points sur l'indépendance totale. Donc forcément, en fonction de la zone, en fonction des modes de vie, des bassins, des anticipations pour la Nouvelle-Calédonie, les perceptions peuvent être différentes. Là, c'est la moyenne pondérée sur l'ensemble du corps électoral calédonien. On a également des gens qui nous disent oui, peut-être, j'accepterai, et bien sûr, le pendant, les gens qui disent non, je n'accepterai pas cette solution. Ce qui nous fait identifier 3 groupes. Le premier groupe, qui est l'acceptation significative, on va retrouver le transfert de l'article 27, le partage des compétences régaliennes. Le deuxième groupe, c'est le statu quo, l'État fédéré, l'indépendance d'association avec la France et l'acceptabilité moyenne. Et l'accessibilité limitée, l'acceptation limitée, c'est l'indépendance en partenariat avec un autre pays, l'indépendance sans partenariat ou la partition. Mais une fois qu'on s'est dit ça, on ne s'est pas dit grand-chose. Parce que, comme disait Coluche, la moyenne c'est bien, mais il y a des très grands et il y a des très petits. Certains résultats sont très variables d'un groupe à l'autre. D'autres résultats sont beaucoup plus homogènes d'un groupe à l'autre. Alors, pour traiter ça, on est allé un petit peu plus loin. On a fait un traitement statistique, ce n'est pas nous qui avons fait le classement. On a regardé la perception des gens vis-à-vis de l'image de la France, vis-à-vis de ce qu'ils souhaitaient demain, et on a essayé de voir s'il y avait des groupes homogènes qui apparaissaient. Et on a obtenu une typologie avec plusieurs groupes. On a d'abord un premier groupe qui pèse à peu près 35% de l'ensemble de la population de 18 ans et plus, qui se sent
français, entre guillemets, dans l'âme. Ce sont vraiment les gens qui se sentent français. Dedans, vous en avez 80% qui sont inscrits sur la LESC, donc un petit peu moins que la population au niveau général. Et puis, ils votent non à 83%. Vous allez me dire, oui, mais les 17%, ils se sentent français, mais ils votent oui. Et oui, vous avez des gens qui votent pour l'indépendance, mais qui se sentent également français. Le deuxième est un pivot. Le pivot, c'est aux confins de l'autonomie, ou alors l'indépendance si elle est financée par la France. Il pèse 35%. Dans ce groupe, 83% sont inscrits sur la LESC, on est très proche des données moyennes, 50% ont voté non, 50% ont voté oui au référendum du 4 octobre 2020. On a ensuite un groupe de femmes autonomistes, qui pèse 3,7%, voté non à 62%, qui est en miroir avec un groupe de femmes indépendantistes modérées, qui ont voté oui à 56%. On a ensuite un groupe qui veut l'indépendance immédiate, mais plutôt en partenariat avec la France. Il a voté oui à 92%, certains n'ont pas voté. La différence n'est pas non, c'est je n'ai pas voté. Et puis on a un groupe d'à peu près 6% qui lui est en rupture avec la France. Il ne veut plus de la France en tant que telle. Et une partie d'entre eux n'ont pas été votés au référendum du 4 octobre 2020. Une fois qu'on avait ces groupes, on a essayé de les positionner. Est-ce que finalement, quand je prends l'acceptation potentielle de chaque solution, oui et peut-être, alors oui, on le prend complètement, peut-être on en prend la moitié des résultats observés, et puis on regarde si c'est homogène ou pas. Plus c'est homogène, plus c'est vers le haut, moins c'est homogène, plus c'est vers le bas. Et on obtient la cartographie suivante. En matière de perception et d'acceptation, on retrouve un groupe qui est un peu moins homogène, un peu moins attribué à travers l'indépendance totale ou l'indépendance associée à un autre pays. On retrouve un bloc qui est un petit peu plus accepté, mais un peu plus hétérogène, c'est l'indépendance en association avec la France. Et ensuite, on retrouve un ensemble d'éléments pour lesquels on va retrouver par exemple la partition, moins attribuée mais très homogène. La notion de partition, elle est présente à l'esprit de tout le monde. Que l'on vote oui, que l'on vote non, que l'on soit jeune, que l'on soit moins jeune. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ont envie de partager la Nouvelle-Calédonie ou de la découper, parce qu'ils n'ont pas envie de revoir des violences. Et si on n'arrive pas à s'entendre, bah écoutez, on fera une partition, ça ne sera pas idéal, mais peut-être que ça permettra d'éviter des violences. Et puis après, on retrouve un autre groupe dans lequel vous avez le partage du régalien, l'article 27, le statut actuel et l'État fédéré. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est la moyenne, mais ce n'est pas les gens qui s'expriment. Donc on a refait l'exercice avec les populations intéressées, c'est-à-dire celles qui sont inscrites sur la LESC, sachant que cet échantillon de la LESC, il permet de retrouver les résultats du référendum du 4 octobre 2020. On a à peu près la même chose, avec quelques petites différences en matière d'acceptation et en matière d'homogénéité. Mais on retrouve globalement les mêmes éléments. Alors, avant d'aller plus loin et de regarder la problématique des étudiants, ce qu'il faut retenir, à mon sens, le souhait de vivre ensemble, il n'y a pas de doute sur la question. Juste, on ne parle pas toujours le même langage, ça peut être embêtant. Il y a des choses qui, aujourd'hui, opposent les Calédoniens. Il y a des enjeux, à mon sens, sur la culture. Est-ce que l'on arrivera à séparer la culture du politique pour permettre à toutes les communautés de se rapprocher les unes par rapport aux autres et de se comprendre? C'est un défi. Est-ce qu'on arrivera à modérer les inégalités perçues dans la société calédonienne? Et est-ce qu'on arrivera à un moment donné à faire un rapprochement des visions qui peuvent être opposées sur certains éléments, mais qui finalement, quand on les regarde dans l'ensemble, il n'y a pas autant de différences que ça. Alors vous allez me dire, bah oui, mais quand les gens vont voter, ils vont voter soit A, soit B. Oui, quand les gens ont un choix à faire, ils vont voter A ou B. Et ce que je vous disais, par exemple dans les îles, on retrouve dans l'échantillon 84%, je vote oui en faveur de l'indépendance. Mais quand on sort de ces éléments-là et qu'on va peut-être dans une notion d'avenir différente, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des éléments de rapprochement, de discussion entre les différents groupes. Alors, ceci étant, quand on regarde les étudiants, on a interrogé plus de 1100 étudiants du supérieur. Les questionnaires ont été envoyés par les institutions concernées. On a les étudiants qui étaient gérés par la Maison de la Nouvelle-Calédonie, donc qui sont en France métropolitaine, des étudiants du vice-rectorat, des étudiants de la CCI-NC, des étudiants également de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. On leur a envoyé par Internet sur un lien sécurisé unique
Et on a également intégré les synthèses des travaux de la CCI et de la CMA qui nous ont été communiqués pour qu'on puisse vérifier les concordances et regarder un petit peu les différents éléments qui se dégageaient. Alors, je ne vais pas vous refaire la présentation. Je vais juste regarder ce qui est commun de ce qui est différent. On s'aperçoit que le fait d'étudier en Nouvelle-Calédonie ou en dehors de la Nouvelle-Calédonie n'a que très peu d'incidence sur les résultats. Il y en a quelques-unes, oui, mais ce n'est pas ça qui joue de manière importante. On s'aperçoit également que la communauté d'appartenance reste le facteur discriminant. Étudiant, pas étudiant, ce n'est pas la notion qui discrimine, c'est la communauté d'appartenance qui est le facteur le plus discriminant. Et on va retrouver les étudiants, qu'on prend les jeunes de moins de 30 ans et qu'on prend les étudiants en fonction des communautés, on va retrouver à peu près les mêmes résultats. Le deuxième point, c'est qu'il y a une convergence. Sur la plupart des thématiques étudiées, une fois qu'on remet les gens dans leur groupe culturel de référence, la vision est relativement homogène. Les simples différences qu'on obtient, et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est qu'il y a un petit peu moins de personnes issues de la communauté mélanésienne kanak parmi les étudiants du supérieur. Et également, deuxième facteur, il y a un petit peu plus de jeunes femmes dans les étudiants du supérieur. On est à plus de 60%. Il y a cependant 3 différences significatives avec la population générale. La première différence tient à la citoyenneté et au corps électoral des provinciales. La deuxième différence tient à l'acceptation des résultats du 3e référendum. La troisième différence tient aux anticipations de départ ou de non-retour en cas d'accession à l'indépendance. Le premier point, c'est sur la citoyenneté. Elle n'est pas ouverte, elle doit être glissante sur une durée d'environ 10 ans. Et là, ça fait écho au résultat de l'étude qualitative, c'est-à-dire que la citoyenneté, qui est normalement une connotation politique, je vote ou je ne vote pas au provincial, eh ben, en fait, elle est complètement associée à la problématique d'accès à l'emploi local. Et donc cette citoyenneté, associée à une discrimination positive d'un côté et à un respect de la loi sur l'emploi local de l'autre, pour les natifs, elle permet en quelque sorte aux étudiants d'avoir une sorte de protection ou d'accès plus facilité à l'emploi. Et donc c'est pour ça qu'ils nous disent la citoyenneté ne doit pas être ouverte, mais elle doit plutôt être glissante parce qu'elle permettra de protéger l'accès au marché du travail dans les prochaines années. Le deuxième point, c'est sur la perception des résultats du 3e référendum. 23% ne savent pas s'ils accepteront les résultats. C'est un résultat qui est vraiment différent de ce qu'on a pu avoir sur l'ensemble de la population. Et la conséquence, c'est qu'une partie non négligeable nous dise soit je ne reviens pas, soit si ça ne me convient pas, je m'en vais. Et effectivement, les départs certains et probables, on est à 34% contre 13% dans la population générale, ce qui signifie qu'une partie des forces vives de la Nouvelle-Calédonie ne resteront pas nécessairement en cas d'accession à l'indépendance si cette accession à l'indépendance se traduit par une situation qu'ils jugent non tolérable ou non conforme à ce qu'ils souhaitent pour la Nouvelle-Calédonie et pour le futur. Et en complément, on a mis également en perspective la notion d'acceptabilité des solutions. Donc on leur a posé exactement les mêmes questions, on a regardé les phénomènes d'homogénéité et de différence. Et on va retrouver à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire que sur ce dernier point, il ne se distingue pas des autres et de la population calédonienne. Le seul point de différence, c'est vraiment l'acceptation ou non des résultats du 3e référendum. Alors, on ne peut pas résumer toute l'étude en une présentation aussi courte. Encore une fois, je vous engage à aller télécharger l'ensemble des documents sur le site du Haut-Commissariat. Vous y trouverez l'étude qualitative dans son intégralité. Vous y trouverez une synthèse de l'étude qualitative. Vous y trouverez l'étude quantitative dans son intégralité, ainsi que la présentation qui vous a été présentée aujourd'hui. Il me reste à vous remercier pour m'avoir écouté et n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions et à apporter toutes les précisions que vous souhaiteriez nécessaires. Merci. Merci à Stéphane Renaud pour ce travail méthodique et pointu qu'il vient de nous restituer. Je vais maintenant passer la parole à l'une ou l'un d'entre vous qui souhaitait éventuellement poser des questions, faire des commentaires, des remarques ou avoir des précisions concernant cette présentation très dense, très riche.
Donc n'hésitez pas, qui se jette à l'eau. Merci pour la présentation, donc respect, humilité. C'est juste question d'observation au niveau, donc la première présentation tout à l'heure, ça parlait de souveraineté et indépendance. Donc vous revenez encore là-dessus. Est-ce qu'il y a une différence entre souveraineté et indépendance? Voilà, c'est juste cette question. Merci. Alors les travaux qui avaient été menés par rapport aux contributions sur la plateforme des différents corps, associations, groupes, centres de réflexion, cercles de réflexion, ont permis d'apporter un petit peu plus d'éclairage sur cette partie-là. Dans les éléments qualitatifs, la notion de souveraineté est plus associée à la notion de décision autonome et pas toujours liée à l'indépendance, même s'il y a quand même une grosse corrélation entre souveraineté et indépendance. Merci. Du coup, moi, je trouverais intéressant d'avoir un peu plus d'informations sur comment vous avez interrogé, vous avez dit en face à face, qui a duré en moyenne 1h10. C'est intéressant de savoir comment ça s'est déroulé et comment vous avez procédé. Merci. Effectivement, c'est un point qui est très important. Sur la partie qualitative, on avait la nécessité de permettre à la parole de s'exprimer sans avoir le regard de l'autre et sans avoir la pression du groupe. Ce qui veut dire que nos enquêteurs sont à l'image de la Nouvelle-Calédonie. On a essayé d'avoir quelque chose qui soit le plus neutre possible. Et paradoxalement, le guide d'entretien s'est fait avec des outils numériques. Alors, paraît étonnant, un entretien, normalement, c'est je pose des questions, on se répond. Mais si vous, par exemple, vous demandez aux gens la perception qu'ils ont du développement de la culture mélanésienne kanak. Si vous dites, certains pensent que la culture mélanésienne kanak est suffisamment développée, d'autres qu'elle ne l'est pas. Si vous en restez là, vous créez un biais. Pourquoi? Parce que vous présupposez qu'elle est suffisamment développée et que d'autres vont dire non. Donc on est obligé de faire une rotation, ce qu'on appelle des libellés. Certains pensent qu'elle n'est pas assez développée, d'autres pensent qu'elle l'est. Et ça permet d'avoir ce qu'on appelle une neutralité dans les propos. D'autres points, pourquoi on a utilisé un outil digital pour le recueil face à face? Parce qu'à un moment donné, quand vous voulez exprimer votre vision et que pour tout un tas de raisons, vous pensez soit que votre vision elle vous appartient ou vous ne voulez pas choquer, offenser la personne qui est en face, on leur permettait de répondre aussi de manière anonyme et de donner leur avis. Et c'est pour ça que dans les entretiens qui ont duré 1h10, la parole s'est complètement libérée. Vous verrez dans les extraits de verbatim, c'est sans filtre. Et encore une fois, il ne faut pas juger les propos des uns et des autres, il faut juste les écouter et les entendre. Donc la partie entretien, elle s'est déroulée sous forme de diade, de personnes qui se connaissent, dans des lieux de vie. On a essayé d'être le plus neutre possible, et puis pour ne pas stigmatiser les gens qui pouvaient être interrogés. Donc c'était un peu particulier, on s'est déplacé dans les différentes communes de Nouvelle-Calédonie, sur les 3 îles également. Ça s'est plutôt bien passé, les gens avaient envie de répondre, certains même disaient je veux être interrogé, et par rapport à ce qu'on s'était fixé en termes d'interview, on est allé un petit peu au-delà, et on aurait pu encore aller encore un peu au-delà si on n'avait pas eu les problèmes météorologiques. Mais là, effectivement, on avait vraiment une richesse dans les débats, et le fait de faire une diade vous permet de rebondir. Les deux personnes, c'est beaucoup plus riche qu'un entretien. Un entretien, c'est assez anxiogène, et en plus, vous avez une relation entre l'enquêteur et l'enquêté. Alors qu'avec 2 personnes, vous inversez le rapport, et vous avez plus de liberté de parole, moins de jugement vis-à-vis de l'autre. C'est la partie qualitative. Partie quantitative, c'est un échantillon classique, stratifié, avec 2 modes de recueil, parce que vous avez des populations qui sont différentes. Une partie à travers ce qu'on appelle, nous, notre access panel, ce qui a permis d'avoir un petit recueil Internet et un complément majoritaire sur tout ce qui est téléphone, pour pouvoir reconstituer à la fois les corps électoraux, mais également le vote au 4 octobre 2020, sachant que ce vote, il est lié à des facteurs géographiques, lié à des facteurs statut civil coutumier versus non statut civil coutumier. Donc ça, c'est déjà une ingénierie d'études qui permet de suivre ce qu'on appelle les quotas au jour le jour, pour ne pas avoir de déséquilibre. C'est 18 minutes. De mémoire, c'est 18 minutes d'interview en moyenne et 1h10 pour la partie qualitative. Merci. D'autres questions, remarques à faire? Oui, madame, on va vous passer un micro. Alors, je voudrais, par rapport nous avons les Calédoniens, il y a un fort quota d'étudiants qui sont en métropole. Comment vous vous êtes organisé pour pouvoir Est-ce qu'ils ont été impactés par cette étude-là? Et comment vous y êtes pris, puisque bon, ils sont un peu dispersés. Donc, merci.
Alors c'est une très bonne question. Lorsqu'on a proposé une approche pour traiter la problématique des étudiants du supérieur, on s'est aperçu très rapidement que la plupart des organismes de tutelle disposaient des adresses mail de ces étudiants. Que ce soit l'Université de Nouvelle-Calédonie, que ce soit le vice-rectorat, que ce soit la Chambre de commerce et d'industrie, que ce soit la maison de la Nouvelle-Calédonie, qui a le contact des étudiants qui sont notamment en métropole. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la contrainte RGPD. Donc, nous n'avions pas à avoir les adresses mail des étudiants, ça ne nous regarde pas. Donc, on a généré ce qu'on appelle des liens individuels avec des identifiants uniques. Et des mails ont été envoyés aux étudiants. Ils n'avaient plus qu'à cliquer dessus et à répondre au questionnaire, ce qui a permis de les interroger à distance. On a des taux de participation qui sont à peu près constants, que l'on soit en Nouvelle-Calédonie ou en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour faire ces études. Et ils avaient un temps de réponse qui était suffisamment long. 1100 étudiants ont répondu. Et bien entendu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé si le profil de ces étudiants correspondait au profil observé dans les différents établissements. La première question, on s'est dit, c'est bizarre, il y a beaucoup plus de filles qui ont répondu que de garçons. Bah oui, c'est normal. Il y en a un peu plus dans le supérieur. Donc ça nous a rassurés. Et à partir du moment où l'échantillon était représentatif de la population des étudiants qui étaient considérés, on a traité les résultats tels quels. Mais donc les étudiants en Calédonie et à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie ont pu répondre de manière sécurisée à un questionnaire sur un lien unique qui leur a été envoyé. Merci. D'autres questions peut-être? Oui, mademoiselle. C'est plutôt par rapport aux échantillons sur les 3 îles, loyauté. Est-ce que c'était le même nombre, il y avait eu le même nombre pour chaque île? C'est pour savoir si les statistiques, là, ils étaient plus parlants ou s'il y a juste eu 10 à Maré, juste 5 à Lifou. Alors, l'échantillon, il est représentatif, comme je le disais, des zones. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le Grand Nouméa, on a le Sud Rural Est, Sud Rural Ouest, le Nord-Ouest, le Nord-Est et les îles. Et ensuite, au sein des îles, on décompose en fonction de la population Ouvéa, Lifou et Maré. On a une représentativité et des résultats qui sont gérés sur l'ensemble des îles Loyauté. Nécessairement, sur 1000 interviews, les îles Loyauté représentent un pourcentage de la population qui est entre 6 et 8% selon les cas. Donc au total, dans l'échantillon des îles, vous avez une 60aine de personnes, 62 pour être exact, qui sont interrogées. Ce sont des gens de 18 ans et plus qui sont inscrits sur les listes électorales dont la sélection s'est faite de manière aléatoire. Et on retrouve sur cet échantillon à la fois la composition sociodémographique, à la fois la répartition des 3 îles, mais également les résultats du référendum du 4 octobre 2020. Ce que je disais tout à l'heure, on arrive à 83% des gens qui nous disent j'ai voté oui, on est à 84 dans les résultats officiels. Voilà. Merci. Le micro est toujours disponible. Madame, oui, on va vous passer un micro. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci à vous, messieurs, pour cette belle présentation. C'est une présentation riche et très intéressante pour nous ici aux îles Loyauté. Dans cette présentation, vous avez parlé des craintes, des inquiétudes des Calédoniens sur chaque thématique. Sur des sujets qui touchent nos institutions, sur la vie économique du pays, mais aussi tout ce qui est lié au sociétal, tout ce qui est sociétal. Vous parlez aussi, vous nous dites aussi que c'est très important d'assumer cette histoire de manière apaisée. Ma question, est-ce que toutes ces questions que vous avez apportées là aujourd'hui, tous ces échanges, est-ce que la population kanak, elle a été touchée sur la province nord, sur la province sud et sur la province des îles Loyauté? Cette question. Tout en sachant que le peuple kanak est déterminé à mener son combat pour la pleine souveraineté de son pays. Voilà, merci. Il y a 2 phases dans l'étude.
Dans la partie qualitative, ce que je disais au début de l'intervention, nous sommes allés partout. Et on a couvert d'ailleurs les 3 îles Loyauté, parce qu'on était au début, on a pu le faire, on n'avait pas de contraintes au niveau de la météo. Ça veut dire que dans cette partie qualitative, on a en plus surpondéré, c'est-à-dire qu'on a accordé un poids un peu plus important à certains groupes, indépendamment du poids qu'ils représentent dans la population. C'est ainsi qu'on a pu aller voir les femmes en tribu, qu'on a pu aller voir les jeunes déscolarisés, qu'on a pu voir également des jeunes diplômés sans travail, et bien entendu, les gens de statut civil coutumier ou la communauté mélanésienne kanak a été interviewée, a pu donner son avis et exprimer. C'est pour ça que j'ai pu vous mettre en lumière les perceptions, l'explication des perceptions entre les différentes positions. Je n'ai pas fait une dichotomie culturelle parce que ça ne me semblait pas opportun sur cette présentation. Dans le rapport détaillé, et notamment pour la partie quantitative, vous aurez l'ensemble des questions qui vous ont été présentées en fonction de j'ai voté oui, j'ai voté non, je ne suis pas inscrit sur la LESC, je suis issu de la communauté kanak et j'ai moins de 30 ans, je suis issu de la communauté kanak et j'ai plus de 30 ans, je suis issu de la communauté non kanak, j'ai moins de 30 ans, je suis issu de la communauté non kanak, j'ai plus de 30 ans, je suis issu de la province des îles, de la province nord ou de la province sud. Donc vous aurez les détails de ces résultats, mais ce qui nous a été demandé, c'est de créer un échantillon qui soit représentatif de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie en tenant compte de l'ensemble des corps électoraux, bien entendu. Ce que je vous ai dit également en introduction, c'est que 84% de l'échantillon, ce sont les populations intéressées, c'est-à-dire celles qui vont s'exprimer au sens de la LESC en tant que telle. Et dans cet échantillon-là, 46% sont de statut civil coutumier. Donc la communauté mélanésienne kanak a été interrogée dans son ensemble en tenant compte du fait que l'on soit ou pas de statut civil coutumier. On a une photo à l'image de la Calédonie, et c'est pour cette raison que pour les gens de la LESC, on retombe sur les résultats du 4 octobre 2020. Merci. Oui, on va vous remettre un micro. Je me joins à tous ceux-ci qui vous remercient de la belle présentation. J'ai noté à un moment donné les 58% de personnes interrogées favorables à un acte fort pour mettre fin ou mettre en exergue l'histoire coloniale du pays. Je me suis peut-être assoupi au moment où vous traitez la question, mais j'aurais aimé qu'apparaisse aussi dans votre questionnement la prise de position, une fiction ou une réalité. Je reviens à mes 58% et j'ai regardé le détail. 27% de plutôt favorables et 31% de très favorables pour cet acte fort. J'imagine que l'État ne sera pas sourd à cette parole-là. Vous imaginez aussi que l'homme que je suis soit intéressé par ces 58% et la demande de cet acte fort, parce qu'on ne pourrait pas continuer à discuter si quelque chose n'est pas dit définitivement, si c'est fiction ou si ce n'est pas fiction. Et si toutefois quelque chose est fait, je souhaiterais très fort que l'État dise ou donne les raisons pourquoi le président de la République, dans sa visite ici en Nouvelle-Calédonie, a ramené ici les 2 actes de prise de position. Ça a été fait en catimini, les 2 actes sont au centre Tibao. Peut-être que dans cet acte fort, une explication pourrait être donnée. Merci. Alors, c'est pas vraiment une question, donc je vais pas pouvoir y répondre. En revanche, et grâce au travail préparatoire qui a été fait avec le comité des sages, dont vous faites partie, mon père, c'est quelque part, il y avait une volonté de creuser un certain nombre de sujets. Donc nous avons amendé le guide d'entretien et également nous avons posé ces questions d'un point de vue quantitatif suite à un travail collaboratif, contributif en amont. Et il se trouve que, fort opportunément,
les résultats montrent effectivement qu'une partie de la population, donc 58%, serait favorable à ce geste. Et ce que je disais tout à l'heure, on monte à 80% pour la population des îles. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole pour une question, une remarque ou une observation? Non, on a fait le tour. Très bien, donc il me reste simplement à vous remercier. Passer la parole donc à Stéphane Lucien Brun, le commissaire délégué de la République pour la province des îles Loyauté, pour nous dire un petit mot de conclusion à cette matinée, à cette rencontre de ce matin sur la restitution donc, du sondage, effectivement, sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Le premier mot que je dirais à tous, c'est d'abord merci et bravo. Merci pour la mobilisation de tous. Merci encore pour votre présence ce matin qui me touche, qui montre que cette démarche qui a été voulue par le ministre était quelque part attendue et pouvait intéresser. Comme j'ai noté également que les exposés ont été assez unanimement jugés et qualifiés d'intéressants. Je voudrais également remercier l'ensemble du milieu associatif qui a répondu présent. Les associations de commerçants, les associations de personnes âgées. Voilà, c'est important que les gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la société puissent s'exprimer et en tout cas avoir les messages de ceux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Association également des femmes avec Gabriella, merci de ta présence. Voilà, je voudrais dire aussi bravo à tout ce travail qui était fait par les jeunes de la Chambre de commerce, aussi par le cabinet Quid Novi, et qui montre que là, vous avez eu un échantillon compressé, une synthèse, mais qu'en réalité seront accessibles sur Internet, sur le site du Haut-Commissariat, les études beaucoup plus détaillées et qui pourront répondre à des questions très précises pour aller dans le sens que tu indiquais, Rennes. Et sur les îles, c'est quoi? Voilà, et sur les attentes, les espérances, les craintes, les aspirations, les souhaits, d'avoir une vision sur les îles, d'avoir une vision au niveau spécialement de la société mélanésienne kanak. Voilà, de façon à bien comprendre non seulement le message, mais par qui il est exprimé. C'est très important de connaître le porteur du message. Moi, en conclusion, je retiens 3 choses. Premièrement, un souhait de vivre ensemble. C'est ce qui a été indiqué en premier. Un souhait de vivre ensemble. La deuxième chose, donc c'est un souhait qui nous porte vers l'optimisme. La deuxième chose, un souhait d'être mieux informés. Il est important que dans les temps que l'on traverse, les échéances électorales que l'on traverse, le destin que ce pays s'apprête à connaître, l'information soit la meilleure possible et la plus partagée possible. Donc je note bien ce deuxième souhait d'être informé. Et puis, comme vous, mon père, la troisième chose, j'ai noté la nécessité, la forte attente d'un geste de pardon, à 58%. Donc ce qui va bien au-delà, j'allais dire, des résultats de la dernière consultation, qui étaient beaucoup moins tranchés, 49-51 ou 48-52. Là, 58% dans l'attente d'un geste de pardon. Donc, bien entendu, je ne connais pas les conditions dans lesquelles pourrait éventuellement être accompli ce geste, mais en tout cas, il fait partie des conclusions importantes de cette étude et donc doit, à ce titre, être intégré et, je crois, fortement mis à contribution, parce qu'on voit bien qu'à travers ce geste, on irait vers, j'allais dire, un peu plus de sécurité et de paix intérieure, voire d'apaisement. Voilà, donc l'objectif de cette démarche voulue par le ministre, que je rappelais en introduction, me semble atteint. C'était de dégager une parole. Elle a été dégagée. Elle est toujours imparfaite et toujours critiquable, mais au moins elle a le mérite d'être mise sur la table. Dégager une parole, et derrière cette parole, de dégager une écoute. Parce que parler, c'est bien, mais si personne n'écoute,
donc de dégager une écoute. Maintenant, ces rapports, ils sont sur la table. Et ils vont éclairer le débat. Ils vont éclairer le débat qui est nécessaire pour l'avancée du pays. Et il va éclairer aussi les rencontres qui vont être organisées à la fin de ce mois à Matignon, au cours desquelles les représentants du pays sont appelés à venir discuter avec le Premier ministre, avec le ministre des Outre-mer, avec le HCR qui sera présent également à ces échanges, pour plein de choses. D'abord pour valider la plaquette oui-non, comme vous le savez, qui était promise par le ministre. Et cette promesse sera tenue. Deuxièmement, pour valider l'organisation demandée au Congrès d'un 3e référendum. En termes de date, en termes d'organisation, un référendum, c'est compliqué, c'est complexe à organiser. Il faut une logistique importante, il faut s'assurer de la qualité des listes électorales, il faut s'assurer de la qualité du matériel de vote, il faut s'assurer de la venue réelle des délégués et des observateurs étrangers qui sont présents à chaque référendum. Donc, une écoute, une parole, tout ça pour aller dans le sens, j'allais dire, d'éclairer la rencontre qu'il va y avoir au plus haut niveau du Premier ministre, entre les représentants politiques de tous les bords, afin de donner un rebond, de donner un cap, j'allais dire, aux mois qui viennent, puisque ce référendum, si ce n'est pas demain, c'est après-demain, si ce n'est pas 2021, ça sera 2022. Voilà, et 2022, c'est quand même demain. Donc voilà encore, merci à tous, bravo. Et puis, un seul souhait, c'est que ces restitutions vous fassent parler entre vous suscitent le débat, suscitent les échanges, aussi bien entre jeunes et professeurs, qu'à l'intérieur des tribus, qu'à l'intérieur des clans, voilà, qu'à l'intérieur même également des communautés religieuses, de façon à ce que le destin que tout le monde attend soit un destin le plus partagé possible et le plus beau possible pour le pays. Merci beaucoup.